Bienvenue à tous dans ce podcast multi-TCG. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très très bien. On Très se bien. retrouve. De quoi? Non, C'est vrai que t'as un peu mâché ton ça va et toi. j'avais une petite voix, Tu voilà. l'as gardé un peu en bouche. Oui, ouais. Tu as parlé comme si tu n'avais plus de dents. Oui, un peu, ouais. Je suis édenté. On se retrouve pour parler de l'actualité des TCG, bien évidemment. Au programme, je ne vous fais pas le sommaire, on parle de tous les TCG. Il y a un TCG qui existe et qui est populaire en France, vous allez en entendre parler dans ce TCG, mais globalement, Ah, on reviendra on parle même de pour ceux qui n'existent pas. les points les plus importants sur notre passage à Cannes, sur la croisette pour le Festival international du jeu. Et ensuite, on vous donnera notre avis sur Cyberpunk TCG qu'on a enfin pu tester. Pour le reste, ce sera surtout de l'actualité des différents TCG. Tout à fait, On tout fait à un fait. big up à la belle carte Ah qui est ben oui. notre boutique de vente de TCG en ligne, locaux dans lesquels on vous tourne ce magnifique podcast. Vous avez le code VALEPL 2026 disponible pour avoir 5% de réduction sur votre panier, une fois par année et par compte évidemment. Vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour acheter vos petits produits. Je crois qu'il nous reste très peu de Naruto Mythos TCG qui fait un peu l'actualité actuellement. Donc voilà, je vous laisse aller jeter un œil là-dessus. Gros big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2026. Quand vous les soutenez, vous nous soutenez par ricochet, donc ça fait plaisir. Et puis, gros big up à Voct qui est une application d'enchères en ligne disponible à la fois sur PC ou téléphone qui vous permet de suivre des lives en direct pour acheter des jolies petites cartes avec le code LABELLECARTE. Tout ce dont je vous parle, c'est dans la description, il suffit juste de la dérouler. Vous avez 10 euros offerts sur votre compte à utiliser pour votre premier achat. Et ça, c'est plutôt très très cool. Je précise que je serai en live dimanche soir au moment où vous regardez ce podcast à partir de 18h pour un show exceptionnel sur One Piece Card Game. Tu veux de la SP, tu veux de la parallèle, tu veux de la leader alt, tu veux de la belle carte de One Piece, ça sera à 18h sur Voct. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir le show, mettre les petites cloches pour être globalement préparé au moment où l'enchère se lance. Et puis ensuite, on enchaînera avec un show Tortue Ninja Magic et carte à l'unité Magic. Une grosse soirée en perspective. N'hésitez pas On va se à régaler, venir quoi. nous rejoindre. On va se régaler, je En pense. gros, on va se régaler. Premier petit point, débrief du Oui. FIGE. Qu'est-ce que c'est le FIGE? C'est le Festival international du jeu. C'est globalement la fête du monde ludique. Et dans le monde ludique, on sait que maintenant, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est les TCG. Donc forcément, les TCG sont mis à l'honneur Ah, ça donne avec envie. des espaces dédiés dans le FIGE, notamment l'Orcana qui a globalement le plus grand stand du FIGE, littéralement, Ouais. je pense, qui est en plein centre de l'immeuble principal. On a les TCG aussi qui sont mis à l'honneur. Au dernier étage, il y avait Flesh and Blood, Hera, Magic, et vous avez surtout le village TCG, donc avec tous les TCG distribués par Asmodée et pas que, Mhm. aux extérieurs, donc aux bordures de la plage, c'est magnifique. Et ça fait plaisir de voir autant de TCG réunis dans cet endroit qui, à la base, était surtout réservé aux jeux de société. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que les TCG sont bien mis à l'honneur. Ouais. Ils étaient présents à droite à gauche, mais un peu timides avant, Faisant quoi. partie du monde ludique, mais un peu Voilà. isolé, là, c'est vraiment il y a l'espace Ah TCG, ouais, quoi. là, Et beaucoup de gens viennent pour ça. c'est le rendez-vous un peu annuel, mais on voit que ce format de mise en avant TCG, notamment avec le village Asmodée, Mm. c'est pas que sur le Fiche, c'est aussi sur d'autres événements. Ouais, complètement. Donc c'est cool, c'est pas aussi juste, il y a le Fiche, c'est l'événement de l'année, on y va. Non, non, c'est Ouais, genre plein aux d'événements. différents événements, de près ou de loin, que ça touche au TCG. Il y a un petit stand, enfin un gros stand du coup, et ça régale. On a pu y passer notamment, bon, c'est beaucoup d'initiations, donc forcément on passe voir un peu ce qui se passe, mais ça nous concerne un petit peu moins, nous. Mais c'est ça que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'il y avait des initiations et aussi des stands un peu plus Ouais. classiques, donc où tu as des produits, tu as des trucs qui sont montrés, tu as des Les trucs mis stands en vitrine, boutiques, showcase Voilà, et les stands d'initiation. c'est assez cool. Et nous, forcément, des gens avec qui discuter sur les stands. Ah, tu connais. Mention Tu connais, spéciale tu à connais. l'Orcana qui avait le plus beau stand du Fils, je trouve. Il y a plein de stands qui sont très jolis, hein. Celui de Mm. Magic était très beau, celui de Flesh and Blood était Ah particulièrement ouais. joli et réussi aussi. Flesh and Blood, très beau aussi. Mais celui de l'Orcana Ouais. et le monde. Ouais, et même emplacement, je crois que l'année passée, en tout cas même Ouais. à peu près même endroit. Central. C'est très très bien positionné et surtout beaucoup d'espace pour jouer. Énormément. C'est surtout ça la différence, avec des petites animations pour les enfants et tout. Big non, up à Ravensburger, vous, Bien, oui, vous recevez le titre du plus beau stand, je vous le donne. franchement, après on n'a pas vu tous les stands, mais de tous ceux qu'on a vus, en tout cas c'est le plus beau. Tu crois qu'il y a des stands TCG qu'on n'a pas vus? Ah, si, TCG, on a tout vu. Ah voilà, ok. Hormis TCG émergents, en tout cas en préparation, qu'on ne connaîtrait peut-être Mm. pas. Bon, on a vu tous les stands TCG. Il y a des stands Des stands de jeux de société, jeux de société peut-être un ou peu. JDR qui des fois mettent la max et tout niveau Peut-être. décor. Donc, Peut-être bien. Je vous décerne seulement la partie TCG. c'est bien déjà, nous on est calé là-dedans. On va Ouais, dire, voilà. donc, c'est bien. On n'est pas compétent pour le reste, donc. Ouais.
Donc ouais, Fige très occupé pour nous puisqu'on y allait sur 3 jours, jeudi, samedi, dimanche. Pourquoi pas le vendredi? Parce qu'on n'avait pas spécialement d'activité le vendredi et parce qu'on habite pas très loin. On habite à 1h30 de route, donc forcément ça nous permet de faire l'aller-retour facilement. Et le jeudi, du coup, on avait une avant-première Tortue Ninja sur le stand de Magic qui était très cool. On a vu les copains et tout, c'était bien. On en parle dans le podcast MTG si vous ne l'avez pas vu. C'est ça. Et le samedi, c'était c'était une avant-première, je ressort, un peu pareil que sur Magic, mais du coup avec le nouveau set qui lui pour le coup était déjà sorti. TMNT, il était en avant-première, là il était déjà sorti le set Vivre ressort. Et on s'est régalé, un petit tour dans l'après-midi et finale le soir, enfin phase finale le soir. Et le dimanche, on l'a passé à expliquer maintes et maintes fois comment jouer à Cyberpunk TCG aux gens sur un stand. J'ai pas envie de dire que c'était le stand Cyberpunk parce que il n'y avait pas l'éditeur, il y avait des gens qui C'était venaient justement les tentes pour voir des ça. off où en gros voilà, la nuit du tu off. réserves un espace pour pouvoir initier des gens à des jeux, mais il n'y avait pas de décor lié à Cyberpunk. Exactement. Et du coup, c'était à l'initiative des gens du dimanche qui sont occupés de ça, qui nous ont expliqué du coup le jeu, etc. Et nous, on expliquait ensuite le jeu aux gens. Et certains gens justement qui ont ensuite expliqué le jeu à d'autres personnes. Cool. Ils ont ramené un copain, genre attends, je vais lui faire tester, je vais l'expliquer, vous embêtez pas. Ouais. Donc c'est très marrant. Pour l'histoire, on demande à Maxildan, notamment plus qu'aujourd'hui dimanche, si on peut dormir chez lui le samedi soir. C'est plus simple pour nous, ça nous évite de prendre un hôtel. Et s'il a une place sur son canapé, tant qu'à faire, vu qu'on reste qu'une nuit. Et qu'en plus, le samedi soir, on est chez lui, je veux dire, on mêle l'utile à l'agréable, évidemment. Quoi. Et il nous dit, ouais, pas de souci. Par contre, le dimanche, est-ce que vous seriez pas chaud pour m'aider à animer le stand Cyberpunk? Et on lui dit, mais aucun problème. Par contre, on sait pas jouer au jeu. Voilà. Et il dit, petit 10 détails. Voilà. Il dit, les grands joueurs de TCG comme vous, je vous montre ça en 5 minutes et c'est réglé. Spoiler, il nous a montré ça. Rof nous a montré ça. Ça a pris 1 heure avec Rof. Mais c'est pas le. Rof nous a montré ça en 1 heure. Dire. Cela dit, un peu de notre faute, on lui a posé masse question. Tu nous connais. On était curieux. On pouvait pas juste prendre les règles, en fait, il fallait qu'on aille dans l'optimisation. Il allait un peu loin et nous, on voulait aller encore plus. Je n'imputerai pas ça Karoff non. dans cette histoire-là. Bien évidemment. Bon, il nous a appris les règles la veille et on était parés pour faire les initiations le lendemain. Donc on a passé tout le dimanche sur le stand Cyberpunk pour pouvoir promouvoir, entre guillemets, en tout cas faire tester le jeu à des passants qui passaient par là. Donc je peux vous dire que le jeu, on le connaît sur le bout des doigts. Et par cœur. Par cœur. Je peux vous dire ce que faisaient les cartes. Pas grand-chose pour la plupart parce qu'il n'y avait pas de texte. Mais... je me rappelle de leur stats. On vous donnera notre avis là-dessus. Donc c'était sympa, hein, tu l'as dit, le jeudi à Magic, le samedi à l'Orcana et le soir chez les joueurs du dimanche. C'est une soirée délicieuse évidemment. Et le dimanche sur Cyberpunk, c'est globalement l'actualité. En tout cas, le gros de ce qu'on a fait. On a eu le temps de prendre un peu de temps pour nous. On a eu 2 heures le samedi. Le samedi matin. Voilà, c'est là où on a fait le tour de tous les stands TCG pour se présenter, pour aller saluer les copains et pour regarder un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche. Quoi. Tout à fait. Et sinon, en vrai, on a bossé. Quoi. Ouais, full boulot. Et quel boulot? Alors le boulot, hein, ouvrir des cartes et faire une AP à l'Orcana, ça c'est le plaisir. C'est du plaisir, ça reste du boulot. Mais je peux vous dire que le dimanche à Cyberpunk, quand tu passes 6 heures dans ta journée à répéter les mêmes choses en boucle, ça c'est du boulot. Surtout un mini discours, on va dire, de 15 minutes. Ouais. C'est à peu près ça, 10-15 minutes pour expliquer la règle. Ouais, grand max. Moi, j'allais vraiment à l'essentiel. Hein. Je leur disais, jouez, vous levez la main s'il y a un problème. Ouais. Oui, non, peut-être c'était plus court. En tout cas, moi, j'avais un truc du générique au spécifique, toujours le même discours. Je pense qu'en 7 minutes, je calibrais mon truc. J'avais vraiment une trame. Non, mais ça a été une compète avec Max, justement. On essayait de s'optimiser le truc un peu. Fallait faire le plus vite possible. Le plus clair et le plus concis. En tout cas, c'est vrai que c'est un exercice marrant d'expliquer en boucle aux gens. Ouais. Notamment ce que tu vois que ton discours il change un peu, tu l'améliores à chaque... ou alors au contraire, il y a des trucs, tu dis en fait ça sert à rien que j'en parle parce que vraiment c'est trop précis, ça n'arriverait pas. Moi je leur disais typiquement pour les phases d'overtime, donc c'est comme on décide qui gagne pour ne pas qu'il y ait de match nul. Vous nous appelez si vous arrivez en overtime. Ça va arriver à tel moment. Si jamais vous arrivez à ce moment-là de la partie, vous appelez quelqu'un et vous expliquera. Ouais. Donc c'était intéressant à faire comme exercice. C'était intéressant, c'était fatigant, force à ceux qui font ça tout le temps, littéralement les professeurs. Ouais. J'ai plus de, tu sais, genre il fallait boire quoi, j'avais plus de voix. J'étais sec, mais c'était très sympa. On a pu rencontrer pas mal de viewers qui nous suivaient, nous, les joueurs du dimanche. C'était aussi une occasion finalement de rencontrer la communauté au-delà de leur apprendre à jouer au jeu, et ça nous permettra de vous partager un petit peu notre expérience du jeu. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce bon Fige? Sur ce Fige, non, franchement, très cool. Énormément d'affluence le samedi, beaucoup trop. Je sais pas pourquoi ils vendent autant de billets, sachant qu'ensuite ils restreignent l'accès
à différentes parties Des du gens qui peuvent festival. pas rentrer dans le Fige, même s'ils ont un Vraiment, billet. c'est un enfer. Donc, comparé au dimanche où là, c'était vachement plus doux. Venez le dimanche, hein, c'est... Dimanche. Enfin, mettez-vous d'accord. Venez pas tous le dimanche, sinon c'est le même problème. Splittez. Et le vendredi, nous, on n'y était pas, mais apparemment, il y avait quand même beaucoup de monde. Pas trop, mais beaucoup. Notamment les avant-premières Tortues Ninja, on nous a dit que ça a très bien marché. Ok, Le vendredi, sur le stand de pas MTG. d'initiation, du coup, le stand plus, on va dire. Oui, oui. Donc ça, c'est cool. Big up à tous ceux qui ont organisé le stand de près ou de loin, franchement, au top. À tous C'était carré. les bénévoles et ceux qui justement font vivre les stands et tout. Il y a quand même beaucoup de gens sur place. En tout cas, c'est toujours très staffé pour pouvoir répondre à toutes les demandes Ouais. et c'est une longue semaine pour ces gens qui sont là. Ce qu'on a fait sur Cyberpunk un jour, il y a des gens qui le font Et oui, pendant des jours et des jours. Donc tout à forcément, fait, ouais. Et Big up Shredder, évidemment, qui était présent sur le stand. c'est vrai. Qui nous a parlé de Magic d'ailleurs, Shredder, et qui s'est ouvert lui-même. Ah bah attends, bien sûr. Il a ouvert la petite carte Shredder dans un skin. Je sais pas si c'était le Pixel ou un truc comme ça. Qu'il a ouvert. Ok. Donc, pas une demi-carte en plus. Ouais, une belle carte. Non, ouais, ensuite, c'est tout ça pour le Fige. En même temps, quand tu fais 3 jours pleins comment ça s'appelle d'activités, forcément, tu fais pas beaucoup de choses différentes. On aurait aimé avoir un peu plus de temps, notamment le dimanche, pour passer sur un peu plus d'autres stands, mais le moment où on a voulu voir un stand, il y avait plus rien. Tout remballé, tout plié. Il restait que des cartons sur un élévateur là, donc c'était la fin. Pour moi, l'essentiel, c'était OK. J'ai vu tous les copains, ou en tout cas les personnes que j'étais content Ouais. de voir, et je suis passé sur tous les stands TCG, c'est OK. Ouais, mais tu vois, Hera, on est passé vraiment 5 minutes parce qu'à chaque fois qu'on passait, on a loupé Gilles de On n'a peu. pas eu le temps de se poser de jouer aux cartes. C'est ça, effectivement, qui te manquait un petit peu pour le coup. Non, on n'a pas... ça, on a quand même pas mal joué. C'est plutôt avoir le temps d'un peu plus se poser. Tu vois, typiquement, avec Léo et Brian, on a pu échanger des mots, c'était cool. Mais on n'a pas pu faire ça sur d'autres stands. Tu vois, genre, sur le stand One Piece, on est passé juste comme ça, mais peut-être qu'il y avait aussi des gens avec qui discuter. C'est vrai. On ne sait pas trop, quoi. C'est vrai. Très beau stand One Piece, non pas forcément pour la qualité des PLV sur le stand, mais pour les vitrines avec toutes les plus belles cartes de chaque série. Très très joli ça. Très 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 beau. Ouais. En plus, on a vu le colleur de cartes, le Bagheera. On a vu le colleur de cartes. C'est lui-même qui colle les cartes sur les vitrines. Donc ouais, très bien ce Fige. Je vous recommande, si vous êtes fan de TCG, d'y faire un tour si vous avez l'opportunité. Évidemment, suivant où vous habitez en France, Cannes, c'est hyper chiant pour y aller. C'est desservi en train, mais c'est loin. Nous, on habite à Toulon, c'est 1h30, donc forcément, c'est plus simple. Mais si c'était dans une ville accessible pour nous, on ferait le déplacement dans tous les cas. Non, mais tu sais quoi, pour une fois que c'est good pour nous, on prend. Mais on prend, bien sûr. Mais genre, par exemple, j'imagine une ville un peu plus compliquée pour nous, genre Mulhouse. Toulon-Mulhouse, c'est pas évident pour y aller. Effectivement, on n'irait peut-être pas 4 jours, quoi. C'est clair. C'est compliqué. Mais le week-end, ça régale. Petit point sur Cyberpunk ou l'Orcana d'abord? On va faire rapidement l'Orcana quand même, Ouais. puis ensuite on va passer sur notre avis complet sur Cyberpunk. Au niveau de l'Orcana, on voulait faire rapidement un point méta, alors qu'il sera étayé dans une vidéo qui sortira jeudi soir sur la chaîne pour vous sur Twitch et qui est sortie la veille sur la chaîne l'Orcana pour vous sur YouTube, où on va revenir sur l'actualité compétitive de ce début de chapitre 11. Ouais, c'est 2 semaines à peu près. 2 semaines, et je vais te laisser mettre une petite infographie à l'écran. Ça, c'est le metagame de la dernière semaine, donc forcément chapitre 11. Il est tout frais, là. Il est tout frais, c'est globalement le pourcentage de représentation des decks recensés sur tous les tournois chapitre 11 de la dernière semaine. Et ce que vous voyez à l'écran devrait vous embêter autant que ça nous embête. Il n'y a aucun changement avec le chapitre 11, si ce n'est 2-3 cartes qui viennent agrémenter certains decks. Purple Steel qui va recevoir des cartes comme Angel ou autre. On a les decks Dog aussi qui récupèrent quelques staples. La seule nouvelle bicolorité qui émerge, et encore de manière très timide, j'ai été jusqu'à cette bicolorité-là pour qu'elle puisse apparaître dans l'infographie, c'est bleu-jaune, et les gens s'accordent à dire que c'est pas très bien. Donc ce qu'on redoutait et ce qu'on vous avait transmis dans nos vidéos l'Orcana a l'air un petit peu de se réaliser. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour l'innovation, ça veut pas dire que de nouveaux decks vont pas émerger, mais en tout cas c'est pas évident, il n'y a rien d'obvious. Les mécaniques poussées par le 7-11 ne suffisent pas à s'imposer dans ce méta, et on est un peu sur une redite des chapitres précédents. Pour l'instant, c'est pas une conclusion définitive, mais c'est ce qui se profile. Comme souvent à l'Orcana, hors rotation, qui forcément a dû mettre au goût du jour d'autres decks, puisque beaucoup de cartes étaient sorties du format. En fait, on peut constater ça, c'est le fait d'enlever des cartes qui changent les formats à l'Orcana, mais pas le fait d'en rajouter. Et moi, ce que je me plains toujours d'une chose à l'Orcana, et notamment Ravensburger, ils ne font jamais de ban. Non.
Alors qu'effectivement, comme tu le dis, le fait de faire bouger les formats, ça vient surtout du fait de retirer des cartes Mm. plutôt qu'en injecter. 7 après 7, l'Orcana injecte, mais du coup, on voit bien que dans un chapitre 11 qui injecte Injecte pas 200 grand-chose. cartes, il y Et en a 5 qui sont jouables. même, Alors que si tu bannissais certaines stratégies, certaines cartes qui sont, je veux dire là, universelles dans ouais, l'Orcana, ouais. peut-être qu'on aurait une meilleure renouvelabilité du jeu. Mais- On n'est pas content d'avoir raison, mais c'était hyper anticipable en fait, cette Mais- situation-là. Et je vais te dire, même tu prends le set 10 qui est un set banger, je pense, hors le set 1, le meilleur set de Le l'Orcana. meilleur set de l'Orcana, ouais. Le set 2 aussi est quand même très bien. Mais bon. Je lui donne même plus de crédit que le set 1, alors que c'est injuste, le set 1, il n'y a que des nouvelles cartes, tu vois. Ouais, en fait, le set 1, il crée le jeu. Ouais, Donc, ouais. pour moi, il est hors catégorie. Je suis d'accord. Le set 10 qui est vraiment le banger absolu. Plein de bonnes cartes, mais aucun de vos archétypes. Ça a fait un peu bouger la méta parce que ça a renforcé des decks qui sont devenus plus Oui, forts, oui. etc. Mais en soi, C'était un set de staple plus que de synergie. voilà, la à la seule différence chose, du chapitre 11. le truc le plus impressionnant qu'il a fait, le set 10, c'est transformer bleu-vert en Rambouiboui avec une vraie option de Vras, du coup, de détruire le bord de l'oppo et pas le sien, qui le fait passer du coup de tiers 1.5-2 en 7-9 à tiers 1. Ouais, ouais. Voilà. Mais en vrai, le deck existait déjà. C'est juste qu'on a changé 12 cartes, enfin 3 cartes différentes x Ouais, 4 pour 3 autres. Mais même ça, ça ne renouvelle pas énormément, quoi. Je suis d'accord. Donc l'Orcana, très bien. En termes de sensation de jeu, attention, il ne faut pas aussi omettre les bons points. Nous, on a casté notamment le CCQ Montpellier. Je vois un petit peu à quoi ressemble le méta du 7-11. Je vois les decks qui sont poussés avec les nouvelles innovations apportées par le chapitre 11. Pas énorme, mais on a quelques-unes. En termes de jouabilité, en termes de diversité de formats, en termes de tu prends tes cartes et tu vas jouer en compétitif et tu pousses les cartes, on prend du plaisir. Hein. Les decks sont cool, les synergies sont sympas. Moi, quand on joue Purple Steel ou Bleu-Vert, c'est des decks que je trouve cool à piloter. Mettons ça de côté. Je pense que les gens aimeraient bien voir des choses un peu nouvelles et à chaque sortie d'extension, les gens attendent des choses nouvelles. On est un peu les rabat-joie qui, au spoiler, leur dit je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de nouveau. Pas ouf, hein. Et c'est un peu ce qui se trame ici. Donc moi, je pense qu'il faudrait un peu plus d'intervention. Moi, je suis pas pour l'interventionnisme à la Yu-Gi-Oh! Où il y a des banlists tous les 3 mois pour inciter le jeu à se renouveler mécaniquement. Mais je pense que l'Orcana est globalement le jeu le plus laxiste que je connaisse là-dessus. Alors moi je vais me poser une question sur la R&D. On fait un dossier Orcana en fait, sans faire exprès. Non, mais on savait que ça allait amener ce genre de discussion-là. Sur la R&D de l'Orcana, réellement, je me demande de combien ils sont et comment elle est organisée, parce qu'en fait, ce que ça transparaît, ce qui transparaît de ça, c'est qu'en fait, ils ont l'air d'être pas beaucoup. Ils font 4-7 par an, ce qui est un bon... Ça, c'est très bien, je leur chiffre, reprocherai c'est pas. nickel. Mais du coup, on sait que ça vient avec un rythme de croisière qui est très acceptable normalement maintenant, surtout pour une entreprise comme Ravensburger, parce que Disney n'y est pour rien dans le jeu, hein, je reprécise au cas où. Oui, ils ont filé les droits. Mais quelque chose me met la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment jamais de nouvelles mécaniques dans l'Orcana. On a eu le boost avec le 7-10, qui est une nouvelle mécanique, Oui. mais qui est quand même très timide. Hein. C'est payé pour débloquer des nouvelles capacités. Oui, mais c'est une nouvelle mécanique. C'est une nouvelle mécanique, mais je veux dire, en termes de game design, je pense que le gars qui a pensé à boost, il n'a pas mis 6 mois. Non, Il a si dû tu viens mettre d'un 5 autre minutes. TCG, de toute façon, tu peux Voilà. récupérer des mécaniques d'autres TCG et les rebrander, Exactement. quoi. Hein, c'est le level up à Magic, c'est... Ouais, Enfin, ça a 1000 noms dans 1000 TCG bien différents. sûr. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas ça le problème de l'Orcana niveau que les cartes ne font rien? C'est que comme il n'y a pas de nouvelles mécaniques, et c'est ça souvent qui met en avant des nouveaux archétypes, des nouvelles stratégies, etc., comme il n'y a que des cartes avec un texte qui s'applique en fonction de la situation ou en fonction du deck que tu joues, bah, si jamais les cartes sont puissantes, chapitre 10, ça nourrit les decks, mais ça crée pas d'archétype. Si jamais les cartes poussent des nouveaux archétypes, mais sont pas puissantes, chapitre 11, il se passe rien. Donc, nous, on veut l'équilibre. Oui, mais du coup, est-ce que les nouvelles mécaniques, c'est pas genre, ah bah tiens, on a une nouvelle façon de jouer au jeu. Ouais. Avant, on pouvait pas faire ça. En fait, là, quand les nouvelles cartes sortent dans l'Orcana, il y a forcément une carte qui ressemble déjà. Ohana, réponse qui existait. Alors, pas dans le format, certes, mais je veux une dire, version action de Voilà. réponse. Et donc, il y du coup, en avait- plus, ça souffre de la comparaison. En vrai, je crois qu'il y a une carte réponse pas très forte, mais qui faisait déjà un peu ça. Donc, non, c'était pas réponse, c'était une madrigale qui soignait, qui faisait piocher. Oui, Donc, le en drop fait, 3-1-4. voilà. Donc, forcément, quand une carte sort et il y a déjà des cartes qui font plus ou moins le même effet, bah, si elles sont meilleures, on continue de les jouer. Si elles sont moins bien et qu'on a une meilleure version, bah, on la remplace. Si elles étaient moins bien et qu'on les jouait pas, on va pas forcément jouer la nouvelle version. Donc, c'est là où l'Orcana manque cruellement de créativité en termes de mécanique. En plus que, vu que ça reprend
Littéralement Magic, hein, c'est les règles de Magic avec des règles en moins. Je pense qu'il y a tellement de choses possibles à faire Ouais, il faut que bonifier le jeu par le texte sur les voilà, cartes. Et tu peux faire une nouvelle en mécanique fait, par set sans problème. de ce que je pense, et c'est quelque chose notamment qu'on a transmis dans notre dernier communiqué sur la dernière review spoiler, Mhm. je pense que Lorcana est un jeu avec un game design orienté casual qui Ouais. se heurte à la manière compétitive qu'il a d'être joué. Oui, mais tu vois, une nouvelle mécanique par set, comme par exemple, on va reprendre Lueur récemment, Ouais. qui pousse ensuite au set suivant, c'est une bonne façon, je trouve, de motiver les gens, de potentiellement créer de Hmm. nouvelles choses. Et même les joueurs casuals, ils sont en mode ah, t'as vu la nouvelle mécanique boost et tout, machin, on peut faire ça, c'est flavor, ça Et c'est ce marche. qu'ils ont essayé de faire là avec le 7-11, mais c'est pas Ouais, assez mais fort. c'est hyper timide. Mais du coup, cette 11, il n'y a pas de nouvelle mécanique, c'est juste Oui, il on renforce la rajoute. mécanique boost qui a intervenu au 7-10, sauf que les Voilà. cartes qui synergisent avec, on s'en fiche. En fait, on joue juste les Et cartes boost pour leur qualité individuelle et pas pour la exactement. synergie qu'il y a autour. Et ils ont fait la mécanique lieu du coup au chapitre 3, je crois, Ouais, 3-4, ouais. qu'ils ont essayé de booster par-ci par-là par la suite, notamment au chapitre 11 là. Hmm. Mais en fait, la mécanique de base marche pas, on s'en fout. Du coup, quand tu essaies de travailler sur une mécanique qui marche pas avec des cartes trop faibles, ça ne fonctionne pas. Alors que si à chaque set, tu as ta petite nouvelle mécanique, une, hein, Ouais, ouais. bah, au moins tu as le shot de dire ok, il y a une nouvelle mécanique, on peut travailler dessus, ou Hmm. ah, elle marche pas non plus. Bon, bah, c'est pas grave, Je on pense joue pas avec quoi. que pour nous, affamés de carton, cagoulés de carton, qui voulons sans cesse, entre Mm. guillemets, de la stimulation, de la rejouabilité et surtout un renouveau, on a l'impression que la R&D de l'Orcana n'est pas la plus productive, ou en tout cas la mieux Ça- staffée, ou J'ai une impression de paresse en fait. voilà, voire parfois de paresse en termes de design. Moi, je ne serais pas étonné que ça soit une volonté claire en fait, on est content que les gens aient pas à renouveler leur deck longtemps. On est content que les méta Ouais. s'étirent sur plusieurs. Tu vois, je veux dire, si tu joues violet depuis le 7-3, tu vas jouer à peu près les mêmes cartes, minus celles qui n'ont pas passé la Ouais, ouais. rotation. En tout cas, Euh, post-rotation, tu as acheté un deck voilà. début septembre, il n'a pas bougé. On est content que la plupart des gens puissent se focus sur une bicolorité et que cette bicolorité-là évolue lentement, demande moins d'investissement aux gens et qu'au contraire, tous les gens qui, eux, ont moins de vocation compétitive sont plus orientés dans le casual play, c'est-à-dire qui jouent en famille ou avec leurs potes Ouais. sur du kitchen table, comme on le dirait à Magic. Bah, eux, ils peuvent jouer les nouvelles synergies poussées par chaque set parce que bah, y a pas de vocation compétitive à ça. Et je crois qu'ils sont très à l'aise avec ça et que si c'est leur ambition, ils le font très bien. En fait, je pense qu'ils ont une manière très clean de Mhm. développer leur jeu dans leur prisme à eux. Mais c'est vrai que quand Ouais. toi, tu es un fanat de carton et que tu veux que ça bouge dans tous les sens, tu veux être stimulé tout le temps, bah, c'est un jeu qui parfois nous stimule pas assez. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu et je ne demande pas ce que ça change comme dans Magic par exemple. Hmm. Ça change pas non plus énormément, mais tout de même. Ouais, ouais. Je trouve que. Oh, comme dans un One Piece ou dans. Ouais, voilà. Bah, One Piece pour le coup, ça change énormément. Donc si les decks coûtaient cher, ce serait un très gros problème pour le Ouais, jeu. encore que le jeu coûte Comme peu le cher. jeu coûte pas cher, c'est pas trop gênant, on va dire. Mais effectivement, One Piece, tu loupes une extension, tu reviens. Il est injouable ton deck, il est nul. C'est pas le cas de Ah, tous, mais il y a un peu, Euh, il peut y avoir ce d'accord. truc-là, Mais quoi. il y a de grandes chances en tout cas que ce soit le cas. Ou alors, non, non, il est jouable. Par contre, il faut que tu rachètes la moitié du deck là. Ouais. Ce que tu as ne fonctionne Il plus. y a des exceptions, mais oui. Donc forcément, il y a un entre-deux. Hmm. Et le côté, un nouveau deck, ou en tout cas un deck vraiment low qui devient un bon deck à chaque extension, c'est pas déconnant. Hein. On Non, serait non. même pas soufflé. On se dirait même qu'on en veut plus. Mais Ouais, bien sûr. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il faut aussi soulever les points positifs. Genre, le jeu compétitif vit bien. hmm, Le stand qu'on a vu au Fige, c'était de loin le stand TCG qui était le plus populaire. Le nombre de gens qui voulaient s'initier, ouais. le nombre de gens qui étaient sur place, le nombre de gens qui font les AP à leur cana. En compétitif, c'est des files d'attente de fou dès qu'il y a un DLC qui s'ouvre. Genre, le jeu a une vraie communauté de fans, il y a beaucoup de création de contenu. Enfin, c'est un jeu qui vit, quoi. C'est un hmm. jeu qui vit, qu'importe ce que nous, on peut penser de la R&D. Entre guillemets, il vit bien. Et en termes de pure mécanique et de satisfaction de gameplay, le jeu est cool. Enfin, moi, quand je joue Purple Steel, je me régale, quoi. Donc ouais, on a l'impression que c'est un peu dommage qu'il y ait cette petite paresse Ouais. de R&D, mais qui me Mais semble assumer, en fait, je pense. par contre, oui, je pense qu'elle l'est. Hein. C'est pas genre, comment Mais on dans ce pourrait faire. cas-là, Il y a plein de gens de Magic qui sont voilà. sur leur canal à Dans, travailler. Donc, dans ce cas-là, n'ayons plus des attentes décorrélées de la réalité à chaque sortie de chapitre, quoi. Parce qu'en fait, nous, on ouais. passe un peu pour les rabat-joie, vu qu'on a une expérience multi-TCG. Quand on fait les reviews spoilers de l'Orcana, on voit, Hmm. entre guillemets, que le chapitre 11, il va avoir du mal un peu à s'imposer. Et en fait, on passe un peu pour ceux qui gâchent la fête. Ouais, ouais. Mais en fait, non, c'est un peu...
c'est un peu lisible en fait, Ouais, ouais. en soi. Mais les copains d'ailleurs qu'on a croisés ce week-end nous ont dit genre, putain, il fait chier quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés quoi, Pas malheureusement. beaucoup de renouvellement. Donc, Et ils ouais. deal avec ça parce que ce qu'ils font depuis quelques chapitres les amuse encore. Et c'est Ouais, là où ouais, l'Orcana est fort, quoi. c'est ça, mais c'est un rythme qui est très différent. Par contre, et vraiment je suis premier degré, je salue la R&D pour réussir à faire autant de nouvelles cartes avec quasiment aucune nouveauté. Et c'est pas un tir que je leur mets, c'est vraiment continuer de faire quasiment pas de nouvelles mécaniques, mais de faire des nouveaux designs, des nouvelles cartes qu'on n'avait pas, qui sont pas strictement un power creep, etc., sauf pour les stats, mais qui sont des façons différentes d'utiliser les mécaniques de base du jeu, de combiner des mots-clés qu'on n'avait pas vu avant. Bah, bravo, parce qu'en 11 sets, du coup, c'est très dur de faire ça. Déjà, en 3 sets, c'est dur de rester sur ton core gameplay de base en continuant de faire des nouvelles cartes. Alors en 11, parce qu'on est encore sur du Lorcana du chapitre 1 en vrai, sur les designs des cartes. Il n'y a pas, à part les stats. Il n'y a pas de grosse mécanique qui a apporté une manière de jouer vraiment différente. Song étant probablement ce qui s'extrait le plus de la mécanique de Ouais. base. Ouais, mais du coup, Permet de maintenant, jouer des cartes gratuites. Meloman, ça n'existe plus du coup. Mais depuis la Meloman, rotation. c'est peu joué. Et tu vois, n'importe quelle carte là, du chapitre 11, si je te le mets dans le chapitre 1, Oui, ça te choque pas, il tu n'y te a dis rien pas, qui waouh, trop dénote. bizarre, t'es en mode, ah oui, ça aurait pu. Il n'y a rien qui dénote particulièrement. Donc j'avoue que ça, je suis assez admiratif sur. Bah, bravo, parce que pour essayer un Ouais. peu l'exercice de réfléchir à des cartes pour des jeux, bah, c'est vrai que quand tu es seul déjà, c'est pas évident, mais surtout, tu es très vite limité par le nombre d'options. Là, ils ont En un fait, nombre d'options, c'est fou. dans le chat, Ita, il a raison. Le problème, c'est pas la R&D de l'Orcana, parce que je pense que ce qu'ils veulent faire, ils le font très bien. Ouais. C'est plutôt nos attentes, le problème. Et je Oui, crois oui. qu'il faut qu'on comprenne Oui, c'est qu'en la fait, ça- manière que l'Orcana a de fonctionner. Et quand tu vois le succès que le jeu a, c'est une manière qui Ouais. fit avec ce que les gens ont envie, quoi. En gros, je pense que le jeu a été pensé divisé en 4 sets. Genre le set 1, 2, 3, 4, c'est en gros ce que c'est de l'Orcana. Et qu'à partir du set 4, enfin 5 du coup, c'est là où on est rentré sur rajouter des cartes avec leur R&D comme on a toujours Oui, parce maintenant. qu'on avait des nouvelles manières de jouer sur les 4 premiers sets. Ouais. Et Genre, ensuite, le 5 n'a fait que supporter ces manières-là. voilà, le 1, bah, c'est le lancement du jeu. Ouais, ouais. Le 2, ok, maintenant on a la boucle boons violet. Genre, c'est vraiment très marqué. Très spécifique, Comme, très très cool d'ailleurs. Un comme des façon meilleurs de jouer. gameplays que j'ai eu. Et qui était pas, enfin, à pas le jouer. meilleur deck. C'était sûrement le meilleur deck, mais c'est pas en mode Ça s'est affiné. simplement le meilleur deck. Genre, ouais. il y avait bagarre. Into Steel Song, du coup, qui se confirme au chapitre 2, Into le chapitre 3, Ouais, ouais. avec des plans discard. Mécanique, Chapitre 4, contrôle il y a les objet. lieux aussi au chapitre 3, même si Chapitre ça a 3, été discret. Chapitre 4, là, boum, t'as encore t'as un peu l'avènement de Steel Song. T'as discard, du coup, qui s'est fait prendre un errata. T'as les decks bleu-rouge qui commencent à être assez populaires et qui seront confirmés avec le chapitre 5. Donc franchement, tu vois, tu as toute une succession de OK. En fait, c'est ça. En Et fait, après le chapitre 5, on s'attendait à vivre la même chose. on était, Plus jamais. on était stimulé sur les 4 premiers chapitres chapitre parce 5, plus que jamais. chaque chapitre imposait son lot de nouveautés. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas avoir assez de nouveautés dans les chapitres qui sortent actuellement. Là, on se rend quand même peut-être pas compte, mais avec la rotation, il y avait plus de Vras dans l'Orcana, plus aucune. Enfin, plus de Vras net. Ouais. 3 sets plus tard, donc au set 11, il y en a une qui sort qui est jouable. C'est pas une mauvaise carte, c'est ok. Elle est moins bien que la Vras qu'on avait avant, mais en même temps, la Vras d'avant était très bien. Et en fait, ça ne fait rien, quoi. C'est fou, un jeu comme ça, normalement, où t'enlèves les façons de gérer toutes les bêtes et t'en remets une clean, ça a forcément un impact dans un sens, dans Mais un autre. moi, cela dit, attention, cette Vras jaune, je pense pas que c'est strict et définitif. Je pense que ça va avoir de l'impact. Oui, on a le temps de la voir jouer. Il y a des portes à Le ouvrir truc, c'est quand que même. Moi, j'étais persuadé, dès que ça a été reveal, Oui, que ça allait donner un bon deck, quoi. Bleu-jaune, ça devenait. bah, que quelqu'un allait faire quelque chose. Ouais, En fait, ouais. je me disais, en fait, ça fait 2 sets du coup qu'on attendait qu'un effet comme ça revienne. C'est bon, on en a un. Let's go. Walouche, quoi. Donc c'est pour ça, c'est dire à quel point le jeu ne bouge pas. C'est que même sur des effets qui sont sur des jeux de l'Orcana qui sont de type Magic, donc des jeux de board, le board est essentiel. Surtout qu'il n'y a pas de façon de gagner alternative que le board à l'Orcana, alors qu'à Magic, oui. Donc forcément, tu vas gagner en posant des personnages, en les inclinant. C'est hyper étonnant qu'une carte comme ça ne fasse rien, quoi. Du coup, Master Affinity qui dit, du coup, les pros qui disaient que l'Orcana avait fait le tour avaient raison. Non, pas du tout. Ça, franchement, c'est une manière un peu malhonnête de descendre le jeu. Je pense que tu peux éditer du texte intéressant, novateur, des nouvelles mécaniques de gameplay, pousser des synergies intéressantes, mettre des staples génériques sur l'Orcana pendant 15 ans.
Et je me demande C'est un autre débat, ça, pour moi, et je trouve que c'est un faux procès qu'on fait à Lorcana là-dessus. s'ils tirent leurs enseignements de la première rotation, parce que du coup, il y en a une encore en septembre, là, à peu près. Septembre-octobre, je sais pas quand est le Ouais, 7. ouais. Je pense que ce serait le bon moment donc pour non pas faire un set avec plein de reprints, mais justement amener une nouvelle mécanique forte qui fait que ton format il est très différent. Hmm. Et du coup, chaque année, tu as la mécanique un peu forte de ton année que tu déclines. Même si on va jouer que ça, entre un peu guillemets, à sur l'année, à c'est la pas grave. Yu-Gi-Oh! Dans Yu-Gi-Oh! On parle d'air. Oui, bah, Voilà. un peu plus restreint, parce Oui, que oui, Yogi, pas c'est fou. plus large. Ouais, ouais. Mais oui, Mais je vois exactement. ce genre. Et je pense que si ils ont pris les bonnes leçons, ce serait cool. Même les joueurs casuals, quand tu leur dis, bah tiens, ça c'est ton set, il faut l'acheter, t'as les grosses mécaniques, t'as les staples qui sont dedans, et ensuite toute l'année, je vais te donner à bouffer, je vais peut-être créer un petit archétype à droite à gauche sans faire exprès. Là, du coup, on y est. Si par contre c'est encore, hop, ben on enlève, on remet les cartes qui sont importantes pour que le jeu ne bouge pas, faut qu'il bouge le moins possible. C'est dommage en fait. De vouloir que le jeu ne bouge pas en créant des nouvelles cartes, je trouve ça En comme fait, si tu voulais faire plaisir à tout le monde alors qu'en fait c'est presque hypocrite. j'ai l'impression qu'ils ont envie que le jeu bouge en casual, mais ils se heurtent à la réalité du compétitif. Je suis pas sûr que Lorcana Ouais. s'attendait à ce qu'il y ait un jeu compétitif Ouais. aussi puissant. Enfin, pour le coup, Ouais. c'est un des jeux qui marche le mieux en compétitif, quoi. C'est très possible ça parce que tu vois le temps qu'ils ont mis à faire leur premier gros tournoi, donc le Exactement. DLC Lille, alors que quand tu vois tous Je les dis, autres jeux, Riftbound, Altered, même One Piece, je crois qu'ils se sont assez vite lancés. Je suis Enfin, persuadé que Lorcana Star Wars. ne pensait pas son jeu aussi compétitivement que la manière qu'il a d'être consommé. Et c'est ce qui crée cette espèce de petite frustration ou d'affrontement ou cette incompréhension sur la sortie de certains sets ou le power level de certaines cartes. Je pense Ouais. que pour le coup, eux, ils disent bah non, mais en fait, à chaque nouveau set, on met des nouvelles cartes. Mm. Bon, les gens, ils vont jouer, je te dis une connerie, ils vont jouer Boost parce qu'ils aiment Donald. Ouais, ouais. Tu vois, je pense que Ah oui, il y a une manière de penser le jeu un peu comme ça dans Lorcana. tout à fait. Mais je te dis, on a été mal habitué déjà par tous les autres TCG et Oui. par les 4 premiers sets. Exactement. Mais si. Enfin, en fait, et aussi parce qu'il y avait une info, qui était une info de Lorcana, qui disait que la complexité, entre guillemets, dans les cartes, allait arriver au bout du set 3 ou 4 à peu près. Ouais. Et Ce du qui a été coup- un peu le cas avec les boucles boons et tout, tu vois. Bah, Book Boon, c'est set 2. Oui, oui. Mais, je veux dire, mais genre, le jeu, en fait, ça allait un peu dans ce sens-là. On était en mode, ok, finalement, pas de grosses dingueries, mais ça complétait ce qu'on avait déjà et c'était très bien. Du coup, on se dit, ok, bah, à partir de maintenant, on a des sets comme ça. Non, plus du tout. Faudra Donc, voir ce qui nous prépare pour la suite. Pour le coup, Ouais. j'ai l'impression que les gens dealent avec ça, de ne pas avoir à réinvestir à chaque set. Et si tu es passionné et que tu veux faire des decks fun, pour le coup, tu te régales. Tout à fait. De toute façon, maintenant, les gens vont ouvrir pour avoir des Woody et des Flash McQueen. Et je vais ouvrir. Et des pour Mike avoir Wazowski. des Woody, je pense. Donc, de toute façon, ne vous en faites pas pour l'avenir du jeu, même si Oh, je ils imprimaient que des textless, ça se vendrait tout pareil. Honnêtement, moi, avec les licences. quand je vois 1, la création de contenu, 2, la communauté, et notamment en France, 3, la popularité sur les tournois, CCQ, DLC, 4, ne serait-ce que l'engouement sur place au Fige, pas de doute pour le jeu. Pas de doute. Et d'ailleurs, avant de passer à Cyberpunk, j'en profite pour vous dire, donc là, ça a déjà commencé quand vous voyez le podcast vendredi, mais tout au long du week-end, je casterai en compagnie de Roman et de Rofelos le DLC Ghent. Ghent, je sais jamais comment on Et prononce. tu vas peut-être découvrir quelques surprises, on le Donc, souhaite. peut-être qu'on a déjà découvert des surprises, peut-être que je vais en découvrir. N'hésitez pas à passer, c'est sur la chaîne Disney Lorcana _FR sur Twitch. Alors si vous l'avez loupé le vendredi, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a un jour 1 de DLC le vendredi et un jour 1 de DLC le samedi. C'est 2 tournois, on va dire, côte à côte, into les phases finales qui auront lieu le dimanche. Donc en fait, si vous avez loupé le vendredi, c'est pas grave. Vous avez un tournoi tout frais le samedi, donc n'hésitez pas à passer. Et au pire, venez que pour les phases le vendredi. Si jamais vous ne pouvez pas passer ni le vendredi ni le samedi, vous allez quand même voir du spectacle et vous régaler. Donc venez nombreux, on va se faire plaisir. Ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Tout à fait, tout à fait. Segment Cyberpunk du coup. Ouais, alors, J'ai un petit Cyberpunk visu. TCG, tu as juste un visu de Cyberpunk TCG, voilà. Sobre. Sobre. C'était pour montrer C'est écrit. que bah voilà, c'est le logo du TCG. Ouais. C'est édité par Wordco. C'est une licence évidemment de CD Projekt et donc c'est Wordco qui a demandé les droits Oui. d'adaptation à CD Projekt de Cyberpunk TCG. Je veux dire, c'est pas la volonté de l'éditeur du jeu de faire un TCG, c'est des passionnés
qui sont venus chercher la licence pour éditer un TCG. Ça adapte l'univers à la fois du jeu et de la série sortie sur Netflix qui s'appelle Edge Runner. Edge Runner, exactement, avec une exactement. saison 2 qui devrait arriver cette année ou l'année prochaine. D'accord, donc corrélé probablement à la hype du TCG, c'est plutôt pas mal. Et la campagne de financement débutera sur Kickstarter le 17 mars. Oui. On aura probablement le temps de vous en reparler, peut-être avec du contenu sponsorisé. Ouais, juste après le lancement du Kickstarter, normalement il y a un autre podcast, donc peut-être que ce sera le bon Vous moment. comptiez Kickstarter, attendez d'avoir le lien des copains Attendez. Valépel, vous pourriez nous soutenir peut-être. Attendez, de toute façon ça va courir, je crois, un mois, quelque chose Oui, comme je ça. pense, ouais, je Et pense. donc tranquille. Et en plus, comme il y a 40 000 followers déjà sur le Kickstarter, Ouais, c'est un truc qui il y va a bien plein marcher. de stretch goals qui vont sûrement être débloqués. Donc c'est vrai que d'attendre un petit peu pour voir jusqu'où ça va niveau stretch goal, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. On vous en reparlera prochainement en tout cas. Là, l'idée c'est, parce que ça nous a été demandé depuis que ça a été annoncé, on pense quoi du jeu, on pense quoi du jeu, on pense quoi du jeu. Bah, il fallait d'abord qu'on le teste le jeu. Mais oui. Et là, on a eu l'occasion de le tester. Parce que comme on vous l'a dit, à Cannes, on était avec les joueurs du dimanche. Eux s'occupent un petit peu de la promotion du jeu en France. Donc ils ont ce qu'on appelle des alpha kits, avec 2 decks d'introduction, des cartes promo un peu sympas et tout, pour pouvoir initier des gens. Et ils vont faire une espèce de cyberpunk tour où ils vont aller partout en France pour faire découvrir le jeu. Donc on a pu jouer, on a pu expliquer le jeu, et donc on a pu forcément se faire un avis limité, parce que c'est des intro decks, c'est même pas des starter decks, c'est même pas des decks compétitifs, c'est des intro decks. Mais on a les mécaniques de base. Je reviens juste de base sur les cartes. Je trouve que la DA est plutôt léchée. En tout cas, si vous aimez Cyberpunk, il n'y a pas grand chose à redire. C'est dans le mille. C'est plutôt dans le mille, c'est plutôt joli, c'est un peu coloré, il y a ce côté un peu néon et tout, des couleurs un peu flashy. Je trouve ça sympa. Et quand même un peu sobre dans le sens où si tu vois un board, malgré toutes les couleurs différentes, en fait ça fait quand même unifié. Oui, non, c'est assez Ouais, unifié. Il y a j'apprécie. vraiment une DA cyberpunk. Pour le coup, en termes de visuel, je trouve que c'est assez réussi. Ouais. Il y a une frame, merci. C'est pas forcément Ça, la norme pour les nouveaux TCG. le fait qu'elle soit un peu discrète, justement, Elle plutôt est des discrète. traits plutôt que des blocs. Non, non. Merci, j'adore. Elle est très Moi je suis fan de ça. propre, un peu à Riftband. Si tu veux. Il y a une frame, mais elle est assez, Ouais. assez timide et donc du coup dans l'air du temps. Ça me fait un peu penser au showcase de Magic, tu sais, comme les fractures foil. Mm. Il y a des légers traits comme ça qui encadrent les textes, un Donc, peu plus marqués quand même. Visuellement, ça marche bien. On a pu voir des promos donc avec des textures foil, à la fois donc de la texture et à la fois des aplats de foil sur les cartes. Je trouve que c'est plutôt réussi. C'est très texturé, peut-être trop pour certains. Pour moi, il y a rarement trop de texture, mais on en parlait tous les deux. C'est vrai qu'il y a le gars, il a un peu il y a un personnage qui est comme ça avec donc les plis de sa manche partout et tous les plis sont texturés. Et tu dis oh, ça fait beaucoup. Ouais, en fait, quand tu regardes un peu en diagonale pour voir bien les textures, bah, du coup, si tu vois que les textures et plus le dessin, tu comprends pas ce qu'il y a dessus. C'est genre un amas de traits, mais je pense que c'est presque une démonstration technique de on peut faire ça. Ouais. Et en même temps, moi je suis plus trop que pas assez sur la texture, les aplats de foil tout plat, je suis un peu moins fan sur le TCG. Tu sens en tout cas qu'ils, je sais pas où est-ce qu'ils produisent, où est-ce qu'ils impriment, ils ont la possibilité d'avoir des techniques de foil assez sympas, les cartes sont très belles, je pense qu'il y a un bail collectible quoi. Ce sera normalement plus quali parce que c'est rare de faire imprimer directement le top qualité, surtout pour des trucs alpha. Donc logiquement les cartes seront peut-être un peu plus épaisses. Pour le coup le grammage était déjà très épais là. J'ai trouvé ça justement un petit peu, enfin pas fin, ouais mais pas One Piece tier sur les non-foil. Ouais, j'avais l'impression que c'était One Piece moi. C'était One Piece tier. Donc en tout cas, au niveau de la DA, si vous êtes fan de Cyberpunk, je pense que c'est pile dans le mille. Vous allez reconnaître vos personnages préférés de la licence, vous allez reconnaître une espèce de frame qui est très Cyberpunk tier, des aplats de couleurs qui sont très fit avec cet univers-là. Ça, c'est nickel. Au niveau du gameplay, sans vous expliquer le gameplay là, on fera peut-être une vidéo dédiée là-dessus ou quoi. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un gameplay qui est très simple, ça se veut accessible, c'est un jeu pour débuter le TCG globalement. C'est un gameplay qui est parfait pour un fan de Cyberpunk qui voudrait découvrir le TCG. Si tu joues déjà à d'autres TCG et que tu n'es pas fan de Cyberpunk, j'ai peur que ça puisse manquer d'intérêt pour vous. Alors cela dit, on va réserver notre avis quand on aura des decks compétitifs. Parfois, un gameplay simple est sublimé par du texte sur les cartes. C'est ça. Je précise un truc, c'est que c'était donc, comme tu disais, des decks vraiment juste d'initiation. Des intro-decks. Donc on a vraiment découvert le core gameplay. Voilà, c'est juste pour faire une game, voir comment ça se passe, les règles de base. Et il y a une particularité, c'est que il y a des cartes qu'on peut mettre en ressources, un peu comme dans l'Orcana qu'on ancre, et on peut pas ancrer tout.
Sauf que la variante dans ce jeu, c'est que les unités, donc les personnages, ne peuvent pas être des ressources. Par contre, tout le reste, oui. Ouais, Ce comme qui si fait tu que décraftais ton stuff dans un jeu vidéo. Voilà, ce qui fait que tout ce qui avait vraiment du texte, on le mettait en ressources parce que c'est ce qu'on avait dans les intro packs. Par contre, les unités qui, elles, avaient souvent pas ou peu de texte, on les jouait. Ouais. Donc en fait, on a beaucoup joué avec des cartes sans texte, uniquement avec des bagarres, des stats, etc. Ce qui amène du coup des conclusions erronées, du coup qu'on n'a pas tirées du jeu parce que sinon, c'est sûr que si on vous fait jouer avec des cartes sans texte, vous êtes en mode, ouais, en fait, il n'y a rien là. Non, moi l'idée c'était pas d'apporter une conclusion sur la qualité du jeu, loin de là, parce que je vois Master Affinity qui dit les cartes me semblent attirantes, mais si c'est pas très élaboré, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que sur le core gameplay, donc c'est-à-dire la manière de base de jouer au jeu, les règles du jeu, sans parler du texte sur les cartes, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur d'autres TCG. Oui. Il n'y a pas une mécanique innovante à la Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas une manière alternative de jouer à la Flesh and Blood. C'est globalement ce que vous pouvez retrouver chez les cartes Game Bandai, avec un twist qui est flavor à l'univers. Ouais. Ce que vous pouvez retrouver chez Lorcana, un espèce de dérivé de Magic très accessible, un peu simplifié, mais qui adapte très bien l'univers du jeu. Mais globalement, vous allez mettre des cartes en ressources, engager ces ressources pour jouer des personnages, passer à des phases d'attaque pour ensuite attaquer ou l'adversaire ou ses personnages. Donc c'est un peu la norme de ce que vous pouvez trouver sur globalement des TCG à licence en fait. Et c'est le twist qui vient bonifier. Vibe Bandai un peu. One Piece, il n'y a pas la mécanique des dons, c'est un dérivé de Magic, c'est une espèce de recette Bandai que vous pouvez décliner en plusieurs TCG. Et je pense que Wordco, et ils ont raison, pour adapter des univers, des licences populaires, il vaut mieux avoir un gameplay qui permet à tout le monde de rentrer dedans et tu seras content de jouer avec les cartes de ton univers, qu'aller chercher des gameplays qui vont récompenser les mordus du TCG. Riftband peut-être, mais laisser dehors des nouveaux joueurs. Et Riftband, on l'a salué parce que nous, on est des fans de TCG, mais c'est un parti pris très risqué qu'ils ont eu. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer à Riftband pour ce parti pris très risqué. Allez, les mordus de LoL, pas forcément jouer au TCG qui arrivent et qui sont en mode... Ah attends, c'est ça le jeu là. Attends, je prends la pile et tout. Non, là, Cyberpunk, si t'aimes Cyberpunk, ça sera pas dur pour toi de jouer tes premières games. Et je pense que stratégiquement parlant, c'est une bonne idée. Mais attention, pour nous, c'est important de vous préparer, de vous dire comment est pensé le jeu, quoi. À quoi vous attendre sur ce TCG, quoi. C'est pas forcément du négatif, c'est un parti pris. Et ce parti pris-là, ça m'empêche pas de jouer à Star Wars qui a exactement la même volonté. Ça m'empêche pas de jouer à One Piece qui a exactement la même volonté. C'est des jeux qui réinventent rien, mais qui le subliment, qui l'optimisent et qui rajoutent un twist qui est flavor et encore que à l'univers. Star Wars a quand même pas mal réinventé de choses. Je trouve qu'ils ont optimisé. Ouais, c'est juste qu'ils ont fait un tour partagé avec un token d'initiative, mais ça vient du monde ludique, tour ça. Partagé, par exemple. Oui, bien sûr, deux boards. C'est des mécaniques qu'on voyait pas dans le TCG. Ils ont plus poussé que sur Cyberpunk, je suis d'accord avec toi. Et One Piece, effectivement, si tu enlèves les dons, on est vraiment sur... Il n'y a aucune nouveauté, subtilité, quasiment. Tu rajoutes les dons, ça donne ce merveilleux jeu. Et ça change absolument tout. Donc là, la mécanique qui est flavor à Cyberpunk, qui est censée changer tout le gameplay, il faudra avoir avec du texte sur les cartes, c'est cette mécanique de street crédibilité. En gros, vous n'allez pas vous battre pour essayer de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Vous allez vous battre pour lui voler sa street crédibilité. Et quand vous avez assez de street crédibilité, vous gagnez la partie. Et donc, cette espèce d'échange de street cred, en gros, c'est comme si tu perdais les points de vie que tu pouvais regagner. C'est comme si toutes les créatures avaient lifelink. En gros, tu vas avoir des échanges de street crédibilité. Tu vas pouvoir ou taper les personnages de ton adversaire ou aller globalement lui voler des programmes, en tout cas gagner en street crédibilité, en enlever à ton adversaire. Et c'est ça, je pense, le twist du gameplay de base. Ouais, en gros, pour simplifier, imaginez que vous avez des points de victoire qui montent tous les tours. Sauf qu'en plus d'en gagner un tous les tours, vous pouvez voler ceux d'autres adversaires. Mais il y a toujours en jeu le même nombre de points de victoire en fonction du board. Vous ne pouvez pas vous en rajouter, vous pouvez que en voler à l'adversaire. Et du coup, ça va créer cette espèce d'aller-retour de je te pique tes points de victoire, tu me piques les miens, etc. Jusqu'à arriver à une situation où vous avez pu prendre l'avantage, en gros, 2 tours d'affilée. Ou alors suffisamment l'avantage pour que pendant un tour, l'adversaire puisse pas vous reprendre assez de points de victoire. C'est ça. Et ça donne, ça le genre comment on gagne dans Cyberpunk. Je pense que ça sera ça qui renouvellera entre guillemets vos expériences de jeu. Si vous jouez à d'autres TCG, c'est globalement pour ça que vous allez jouer à Cyberpunk, ou pour l'univers, ou alors pour cette mécanique-là qui est propre au jeu. Mais je pense que c'est un très bon jeu à licence. Mais c'est pas spécialement, je pourrais pas en dire ce que je dis notamment d'un Flesh and Blood par exemple. Ouais, effectivement, c'est même les mécaniques un peu nouvelles, donc avec la street cred, les dés, etc.
c'est en fait une version dérivée de mécanique qui existe déjà. Donc, et en même temps, on ne demande pas à tout le monde d'inventer le nouveau Flesh and Blood, hein, Non. sinon En fait, il y aurait quand tu aucun as nouveau une, TCG qui sort quasiment. licence, tu n'as pas besoin. Quand tu as une licence, tu as besoin Ouais, d'optimiser un gameplay simple qui va te donner du plaisir avec le texte qu'il y a sur tes cartes. ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est exactement dans ça que s'inscrit Wordco. Du coup, notre avis sur, pour l'instant, ce qu'on a vu de Cyberpunk, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que ça va marcher. En tout cas, le Kickstarter de base Il y a déjà écrit que ça va marcher. va fonctionner. Je trouve les cartes plutôt satisfaisantes. Pour un passionné de TCG comme moi et pas forcément fan de l'univers de Cyberpunk, j'ai pas l'impression d'être particulièrement la cible. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça ne... Le gameplay, en tout cas, on va voir plus. On va essayer de faire Oui, on des va vrais games réserver avec des notre vrais decks, hein, avis mais avec le un gameplay jeu de construit. base n'est pas quelque chose d'assez nouveau ou stimulant pour des joueurs qui jouent à plusieurs C'est TCG. pas l'argument principal en Voilà. tout cas. Par contre, si j'étais joueur que d'un seul TCG, même si par exemple j'étais joueur de l'Orcana, je trouve que Cyberpunk qui ressemble beaucoup à l'Orcana, Ouais. j'aurais quand même envie d'y jouer parce que ça va me proposer le jeu que j'aime bien mais différemment. Ah bah tu découvres Tu le vois? TCG avec Cyberpunk, je pense que c'est insane. Non, non, genre, je parle de si je suis Ah déjà ouais. joueur mais que de 1. Ok. Et je me dis Cyberpunk, imaginons, bah, j'aime un peu la licence, j'ai regardé Edge Runner, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça l'est. J'ai envie un peu d'avoir Ouais. des cartes, je me dis bon bah tant qu'à faire avoir des cartes, je vais jouer un peu pour voir. Hmm. Ben, je me dirais, bah, effectivement, je fais un peu déjà ça dans mon autre jeu, mais là, c'est pas exactement pareil. Par contre, si je joue déjà, ce qui est le cas, à plusieurs TCG, c'est vrai que là, l'insérer dans ma boucle, c'est un peu plus dur. Par contre, j'achèterai les cartes de la série Ouais. avec un grand Mais plaisir. je pense que c'est surtout la vraie question, c'est est-ce que t'aimes l'univers de Cyberpunk? Moi, j'ai pas regardé la série. Tu vois, je pense que Non, mais si. je pense que justement, tu pourrais être joueur et apprécier sans spécialement aimer Cyberpunk, mais ça dépend à combien de jeux tu joues. Ok. Mais Je effectivement, vois. si tu aimes la série, ça se pose pas trop, tu Il y a vas un peu ce venir truc, je vois ou pas le je jeu vois vidéo. pas un joueur de TCG jouer à One Piece, quand bien même on trouve que le jeu a plein de qualités. Hmm. Je crois que si tu regardes pas One Piece, personne jouerait à One Piece, quoi. Ouais, il y a une affect particulière, mais parce que ça gomme certains défauts qu'il y a, je pense, dans le jeu. Enfin, qui sont des défauts pour certains et d'autres et des qualités pour d'autres, qui fait que comme nous, on adore la licence, euh, on y joue parce que c'est un bon jeu, Ouais. mais on y reste parce qu'il y a la licence. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? exactement, ouais. Genre, on pourrait se dire au bout d'un moment, bon bah, là, on n'y joue plus ou quoi. Là, comme il y a la licence, il y a des cartes qu'on aime, des personnages qu'on aime, des skins qu'on aime qui sortent, donc ça nous attrape. Là où Cyberpunk, effectivement, il va pas spécialement t'attraper, te captiver par son gameplay si t'es pas fan de la licence. Mais il y a beaucoup ce truc chez les joueurs de cartes de j'aime bien découvrir un truc que je découvre pas totalement. Hmm. C'est-à-dire que je viens, ok, tu m'expliques ça, ok, ça c'est comme les terrains un peu, ça c'est comme les cartes ancrables, ok, ça c'est comme les points de victoire, ça c'est comme les PV Ouais, dans mais de One toute Piece, tu façon, vois. nous on a fait les Donc, initiations. À chaque fois, la première question que je demandais, c'est à quel TCG jouez-vous? Les gens m'ont ouais. dit un coup Lorcana, un coup Alterne, un coup Magic. En fait, qu'importe le TCG auquel tu joues, dès que c'est un dérivé de Magic, tu comprends très très vite Mhm. Cyberpunk. Tu peux Ouais. faire des parallèles très facilement avec d'autres TCG, quoi. Ouais, tout à fait. Ah ouais, quand on me répondait aucun, je faisais bon, c'est pas grave, on va Ouais, poser les bases. Mais généralement, les gens ont au moins un petit peu joué à Magic, Hmm. Lorcana, ouais. Fab. Il y a des gens qui m'ont dit bah, c'est plus simple de dire à quel jeu on joue pas. Ouais, J'ai dit excellent ça. Et du coup, vous avez joué au Cador, c'est bon, ça c'est me bon. suffit. Donc je pense que c'est une bonne propale qui respecte un petit peu ce que doit être la propale d'un TCG à licence en Oui. 2025 et on vous donnera un avis plus poussé. Parce que moi, il y avait un peu ce truc, tu vois, quand j'ai découvert Riot, Mm. j'ai eu un peu le même retour en mode, ok, bah, c'est que des mécaniques que je connais, ça a l'air sympa, mais Ouais. je suis pas fan de la licence, donc c'est Mais pas forcément pour moi. ouais, Et il faut jouer pour voir. on avait fait un starter deck. Mm. Ensuite, après, j'ai fait un coaching avec Ita qui est dans le chat, qui m'a montré des decks compétitifs et on a poussé le jeu compétitivement. Et là, j'ai brisé un plafond de verre. J'ai découvert ce qu'était le jeu compétitif et je dis, oh putain, en fait, Riftband, si je m'étais arrêté au core gameplay, j'aurais vu juste un simili Magic avec un petit flavor League of Ouais. Legends. Et en fait, j'ai dit, putain, c'est hyper stimulant. J'ai trouvé le gameplay très très cool, quand bien même la propale n'est Mm. pas pour moi. C'est Ouais. possible que en tâtant du deck compétitif de Cyberpunk, j'ai exactement cette même révélation en mode. Ouais, tout à fait. Ok, gameplay très accessible, mais quand on va dans le compète, j'ai un truc qui m'a happé. Mais je Et trouve ça, pour le que coup, on peut pas le savoir, on n'a pas testé. il y a une vibe que j'aime beaucoup dans les TCG, même si c'est un peu contre-intuitif, notamment bah, pour ceux qui mangent pas du carton. Mais c'est qu'entre ton core gameplay et comment ça se joue vraiment, c'est une différence totale. Par exemple, le core gameplay de Flesh and Blood, c'est dans les règles, c'est quand tu commences à apprendre, c'est le premier truc qu'on te dit quasiment, c'est tu as une action par tour. Donc tu te dis, ah ouais, donc en fait, j'attaque, bah voilà, j'ai fini mon tour, alors je joue une carte, j'ai fini mon tour. Sauf qu'en Ouais. fait, On te dit, tu as un point d'action, mais l'idée, c'est de le renouveler, quoi. tu as un point. Oui, Ouais. et c'est pas écrit dans la règle ça. Ouais, Dans la règle, c'est tu as un point d'action, donc ça c'est une action, ça c'est une action, donc t'en fais qu'une. Et t'es en mode, ah ok, bah du coup c'est hyper limité. Et en fait, tu t'aperçois que sur quasiment toutes les cartes,
il y a un texte qui dit go again, donc encore une fois, vous gagnez un point d'action, vous pouvez refaire une action. Donc en fait, c'est plutôt une contrainte qui est sur certaines cartes de Ouais. n'avoir qu'une action, et la plupart non. Mais de base, dans le jeu, dans les règles, tu ne sais pas que beaucoup de cartes ont go again, tant que tu ne vois pas les cartes. Ouais. Et là, c'est peut-être la même chose, peut-être qu'on se dit, bah, c'est un gameplay un peu basique, parce que justement, on n'a pas vu beaucoup de texte, et quand on aura le texte, ça va être en mode, ah ok, en fait, je vais beaucoup triturer les dés, je vais beaucoup mix match, Ouais. et du coup, le vrai gameplay, ça va pas être sur comment on joue au jeu, mais plutôt sur comment on va utiliser les points de victoire à notre avantage, tu vois. Je suis d'accord. Je suppose que la complexité va venir de la manipulation des dés. En gros, au début de chaque tour, vous lancez un dé. Ce dé représente une valeur de street crédibilité. Vous avez un dé 4 jusqu'à un dé 20. Vous avez 6 dés à lancer qui sont tous des dés plus importants les uns que les autres. Et en fonction de la valeur de vos dés, vous allez avoir globalement des effets bénéfiques avec vos cartes. Quand vous jouez bleu-jaune, vous voulez lancer des petits dés parce que vous voulez augmenter jusqu'à la valeur maximale de vos dés. Et quand vous jouez vert-rouge, par exemple, vous voulez une grosse street cred parce qu'au-dessus de 20 de street cred, donc vous allez lancer des gros dés, et bien vous avez des effets qui vont se déclencher. Et en fait, je pense que tout le sel du jeu en compétitif, et c'est là où je pense qu'ils auront réussi leur proposition, si c'est le cas, ça va être la manipulation de vos dés et des dés adverses. C'est-à-dire qu'au-delà de piquer les dés et donc les points de victoire de l'adversaire, je pense que ce qui va être intéressant, c'est lui piquer certains dés. Oui, pour lui piquer enlever des à dés lui. clés. Je vais t'enlever la street cred parce que je vais t'enlever ton plus gros dé, ou inversement, toi, quand tu joues bleu jaune, je vais t'enlever un dé qui est presque à sa valeur maximale, qu'importe sa valeur de street cred, parce que justement, ça va t'empêcher de déclencher cet effet. Ou alors, j'ai besoin d'avoir, moi, validé ma street cred à plus de 20, donc je vais te piquer juste ton plus gros dé. Donc en gros, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je préfère y gagner? Est-ce que je préfère te coûter? Est-ce que je peux te voler un 2 qui va dans les deux sens? Je te pique un dé à 18 sur ton dé 20. Bah, du coup, il est proche de sa valeur maximale et en même temps, je te lève beaucoup de street cred. Et je suis persuadé que la complexité et le sel du jeu va venir de ça. En tout cas, ils ont intérêt, parce que C'est ce qu'il faut. sinon, ce sera rangé plutôt dans la catégorie side TCG agréable, mais sans vraie complexité. Et en même temps, ils peuvent aussi. Ouais, C'est complètement. pas du tout une tare, c'est plutôt il faut savoir se positionner. Non, mais et tu peux pas faire l'un ou ils ont l'autre, l'air quoi. d'être assez L'un et ambitieux. l'autre. Ils ont volonté de l'être. En tout cas, c'est des gens qui aiment la carte, qui ont fait ce TCG, donc je suppose qu'ils ont encore un peu de gaz. Ok, voilà, je pense qu'on vous a fait, pour Oui. le coup, on vous a fait un débrief vraiment poussé de ce qu'on a pu tester de Cyberpunk TCG. On reviendra évidemment sur le jeu quand on en saura plus, mais là, vous avez fait. quand même toutes les bases pour pouvoir vous intéresser au jeu et aller pledge ou pas le 17 mars. Tout à fait, tout à fait. On passe sur Yugi, avec des jolis prix, dis donc, pour des jolies petites cartes. Bah, très rapidement, se demander ce qu'allaient donner les overframes. Est-ce que ça allait être recherché? Est-ce que ça allait relancer l'attractivité des cartes et des boosters et l'aspect collection sur Yu-Gi-Oh! Premières overframes sorties au Japon. On a déjà une vente conclue pour notre magnifique magicienne des ténèbres à 16 000 €, soit 3 millions d'yens. C'est une magicienne des ténèbres? Non, c'est une carte magie. Oui, mais c'est une magicienne des ténèbres sur la carte. Ouais. Mais D'accord. oui, effectivement, c'est une carte magie. Ouais. Pourquoi pas la magicienne des ténèbres, du coup, directement? Parce qu'ils ont fait le magicien des ténèbres, je pense qu'ils se réservent la carte pour plus tard. Ah, ok, ouais. Non, je veux dire, quitte à la voir ce personnage en all frame, enfin en full art comme ça, là, Ouais. pourquoi pas la mettre sur la carte où c'est elle-même et sur une autre carte magie? Ah, je sais pas. J'ai aucune C'est un idée. peu con, non? Moi, je sais Ouais. pas, je connais pas assez Yu-Gi-Oh, mais je trouve ça bizarre. Je n'ai aucune idée. Je pense C'est comme que si juste... tu faisais un Jace full art, mais en fait, C'est dans un spell. C'est sur un counter spell, tu vois. Ouais, bien sûr. En gros, je pense qu'ils se réservent, ou en tout cas, ils n'avaient pas d'intérêt à mettre une magicienne des ténèbres dans le set. Quand tu mets des cartes comme ça, rétro du jeu, il faut qu'elles fit avec un nouvel archétype qui te permet de jouer Ah des oui, cartes parce que la rétro. carte aurait pas été ouf. Elle l'aurait juste d'accord. eu rien à foutre dans ce set. Par contre, ils ont mis un magicien des ténèbres, ce qui suppose qu'ils ont mis du support pour le jeu magicien des ténèbres, qui Ok. globalement permet de jouer des rétro-cartes avec des cartes nouvelles, ce qui est le cas avec notamment du Blue Eyes, tu sais, Oui, comme qui Blue est Eyes, sorti il ouais. n'y a pas longtemps. Et donc je pense qu'il n'y avait Ok. juste pas la place pour une magicienne des ténèbres. Par contre, on J'entends. voit que ce type de carte-là, et là, donc vous avez celle-là parce que c'est une magicienne des ténèbres qui s'est vendue très cher, mais toutes les autres cartes numérotées sur 100, c'était entre 1000 et 3000 euros vente réussie, quoi. Donc il y a... En numéroté sur 100? Ouais. Ah, c'est pas très cher, du coup. Oui, parce que c'est numéroté sur 100, mais 3000 balles, c'est pas mal quand même. 3000, ça va. 1000 pour une numérotée sur 100, c'est assez Ouais. peu, je trouve, mais ouais. Après, ça dépend quel est le personnage, s'il a un peu de buzz ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, je crois que Magic, Enfin, 16 000 quand même, c'est- numéroté sur combien, Magic? Entre 1 et 500, ça dépend. Ouais, mais en moyenne, tu sais, sur les 7 Ravnica Remastered, Ravnica Remastered, c'est 250. 250, et tu vois, Il me parfois, semble. les cartes étaient à 100 ou 200 euros. Hein. Ouais.
Donc entre 1000 et 3000, ça me semble Ouais. Le déjà. truc, c'est que Magic, ils en ont fait énormément. Ils en ont fait beaucoup par set quand ils en faisaient. Ouais, Là, c'est les premières de Yu-Gi-Oh! Donc je m'attendais à ce que ce soit tout un peu coûteux. Enfin, celle-là, elle est particulièrement coûteuse. ouais. Mais les autres. Ah, toi, tu pensais que rien n'allait être aussi cher, mais que Ouais. tout allait être plus cher? Voilà, je me suis dit que les personnages recherchés, ça allait être hors numéro, genre Ouais. le 1, etc. hein. Je me suis dit que ce serait entre 5 et 6 000 euros, les hauts prix. Ok. Et que la plupart des autres allaient être Ok. entre 500 et 1000, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est incohérent. 16 000, ça n'a aucun sens Ouais, que ça ouais. vaille aussi cher. Mais le Magicien des Ténèbres à 3000, ça me semble on point. Ouais, parce que c'est iconique, ça va. Enfin, je trouve ça logique que ça coûte pas 6000 balles, quoi. En fait, je compare ça plutôt à une manga dans One Piece. Ouais, non mais genre des parties, enfin certains qui s'arrachent un peu plus, tu vois, genre les Ouais, gros ouais. prix. En tout cas, on se demandait si ça allait générer de l'engouement. Bah, du coup, oui. Engouement généré. Faudra voir ce que ça donne chez nous en Europe. Parce que tu as aussi le côté, c'est quand même c'est des numérotés, puis c'est les premières. Ouais. Faut pas oublier que dans tous les TCG, Ah, la première itération de quelque la chose, première fois, ouais. ça a une plus-value. Et donc c'est pour ça que le delta m'a l'air un peu étonnant, mais enfin, comme tu dis, en fait, il y a des cartes qui ont zéro buzz, on s'en fout. Et Ouais. du coup, le fait de trouver 100 collectionneurs qui veulent cette carte au minimum, Et là, il y a une magicienne des ténèbres et le prix n'a plus aucun sens. eh ouais, c'est fou. hein. La belle carte, petit Oui. segment. Bah vas-y, je t'en prie. Alors, on pensait ramener la même carte, mais finalement c'est bon, on va pas vous ramener la même carte. C'est triché. Je vous ai ramené la version. Des quoi gens disent que je n'ai plus la notion de l'argent. Non, c'est plutôt que j'essaye d'appliquer les phénomènes de marché d'autres TCG sur des produits similaires à un autre TCG, mais c'est tellement pas la même communauté, les mêmes collectionneurs que du coup c'est. Ouais, et puis c'est les premières cartes dur, quoi. vendues. En vrai, ça ne traduit pas du tout la réalité du marché. Je pense Ouais. que cette carte-là, elle va juste coûter beaucoup moins cher. Et juste, il y a des gens qui sont prêts à payer très cher parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour l'avoir instantanément. Tout à fait. La belle carte, disais-tu? La belle carte, vous le saviez, lors des festivals, c'est le moment rêvé pour que les TCG fassent des cartes promotionnelles et exclusives à récupérer sur ces événements-là. Bandai le fait beaucoup et visiblement Naruto Mythos TCG, qui est un nouveau TCG qui va sortir en mars, a très envie de le faire aussi parce que si vous vous rendiez au festival du jeu à Cannes et que vous achetiez donc 10 boosters, soit à peu près 50 €, vous pouviez recevoir la première carte promotionnelle du jeu, qui est ce magnifique petit Naruto Ramen. Alors il y avait très peu de quantité par jour, ils ont été obligés de limiter à X stock tous les jours. Donc nous, quand on est passé le samedi matin à 10h30, il y avait déjà plus de promo parce qu'on vous l'a dit, samedi c'était blindé. Par contre dimanche, sur une intuition, un coup de tête, un coup de folie, j'ai dit à PL, bon je vais aller au stand Naruto à midi, on sait jamais. Il restait 2 promos. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé PL, j'ai dit ramène-toi tout de suite, il reste 2 promos, c'est maintenant. Moi je la trouve très jolie. J'aime beaucoup la texture qui est appliquée à la fois derrière le Naruto, donc dans le fond jaune, et à la fois la texture au global sur le fond bleu. Voilà, je trouve que c'est une carte qui est plutôt réussie. Je déplore que les gens la revendent déjà si cher sur Vinted et eBay. Je suis même pas persuadé que Mythos TCG ait communiqué sur le fait qu'elle soit exclusive. Ils ont dit qu'elle serait distribuée à Cannes, mais je ne sais pas si elle ne sera pas distribuée ailleurs. C'est un peu dommage que ça ait généré aussi de la frustration, mais c'est le cas de toutes les cartes exclusives. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu en as ramené une deuxième? Bah non, mais c'était si tu avais ramené celle-là. Ah, c'était au cas où il y avait un doublon. Exactement. Oh, du coup, ça pour une fois d'après. Ben, j'ai ramené également une carte Naruto, mais pas la même, parce que je me doutais que tu ramènerais le petit Naruto. Et j'ai eu la chance d'ouvrir une jolie secrète. Comme ça, vous pouvez voir les deux traitements. Et c'est le Kakashi, numéroté 137 sur 100. Donc il y a 10 secrets, on m'a dit, avec une par boîte. Donc là, j'ai ouvert une moitié de boîte, donc on va dire que j'avais une chance sur 2. Ouais, j'ai eu une secrète aussi dans mes 10 boosters. Qui as-tu eu? Gaara. Oh, bah ça tombe bien. Très cool. Ça tombe Mais bien, je ça suis tombe bien. pas très fan. Autant je trouve cette promo vraiment très réussie, j'en ai parlé notamment sur Instagram, autant je suis pas fan des raretés black and gold. Eh ben, je ne l'étais pas moi non plus, mais en fait, avec le traitement foil qui sublime le Raigeki, c'est ça? Le traitement écaille de tortue. Et Écaille de tortue, ouais. Raigeki ou Shidori. Non, Raigeki pour Kakashi. Ouais. qui marche vraiment très bien. En plus, est-ce que je peux vous la remontrer en flou? Vous voyez genre bien le foil, vous voyez, avec le petit bandeau qui brille. C'est pas si mal. Il y a une volonté de bien faire attention. Avec C'est une- subjectivement, je suis pas fan des effets gold, mais objectivement, il y a de la texture, il y a du foil sélectif, il y a une envie de faire un Voilà. truc, quoi. Là, je me mets comme ça, vous voyez qu'il y a de la texture. On dirait presque que c'est du métal brut. Non, c'est bien, quand c'est vous du regardez foil comme ça. froid en plus, un peu etch, c'est bien ficelé, il y a rien à dire.
C'est moi, même dans. C'est très bien Tu fait. me verras pas acheter une gold à Pokémon, quoi. C'est pas lié à Naruto Mythos. Non, mais moi, les full gold non plus, je trouve ça pas beau. Même si on l'a vu, du coup, la full gold de Naruto. Encore une fois, elle est pas pour moi, mais elle est très réussie. Genre, si jamais je devais avoir une Elle est gold, vraiment j'aimerais texturée. que ça ressemble à fait ça. partie des plus jolies. C'est pas juste un gros effet foil Ouais. gold. C'est Exactement. vraiment taillé dans une feuille d'or. C'est ça. Donc là, la petite Secret, elle régale. Et je l'avais vu, bah, c'était notamment celle-là qui montrait en promo, pour montrer les Secrets, justement. Mhm. Et j'étais en mode, oh, un peu osef. Ah, quand tu l'as dans les mains, t'es en mode, c'est pas si mal. C'est bien fichu. C'est pas si mal. On nous a dit qu'il y avait 2 Naruto Gold qui ont été ouvertes sur le Fige. Incroyable. C'est exceptionnel. Merci pour le raid. Nous, on a pu en voir une en vitrine. Franchement, c'était plutôt bien réalisé. Ouais, c'est du bel ouvrage. En plus, c'est de la feuille d'or. Alors, des gens m'ont dit, est-ce qu'avec un détecteur, avec un stylo, on peut détecter, genre justement, si, parce qu'il y a du métal dedans? Aucune idée. Ma réponse, c'était, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi aussi loin sur comment détecter à travers les boosters et les boîtes s'il y avait du métal, mais probablement que c'est possible. Mais je ne sais pas comment savoir. Nous verrons. En tout cas, pour cette petite carte-là, j'ai vu des gens se plaindre effectivement que la carte était exclusive parce que c'est loin, il faut aller à Cannes. Et en même temps, c'est le cas de toutes les cartes exclusives distribuées dans des événements. Je veux dire, Naruto, Mythos, ce ne sont pas les premiers Bah oui. à faire ça. Ce ne sont pas des cartes qui sont importantes pour le jeu. Ce sont des reskins Mhm. de cartes de jeu. Donc, à ce moment-là, je n'y vois pas d'inconvénient. Certes, c'est exclusif, tout le monde ne pourra pas l'avoir. Mais c'est sympa Ouais. de pouvoir récompenser les gens qui se sont déplacés, sont venus tester le jeu sur ton stand. Je suis à l'aise avec ça, même si c'est effectivement générateur de frustration. Bah, la plupart du temps, ces cartes promo-là sont distribuées dans des trucs aux États-Unis où là vraiment tu l'as jamais. Pour une la fois, on a carte. un truc à Cannes. Moi, je suis content Donc de ça. voilà, Quoi. j'entends qu'il y avait peut-être pas assez de stock et que les gens Ouais, qui n'ont ça, pas pu c'est venir à Cannes un sont autre, un autre frustrés, problème. Ouais. bien sûr, mais dites-vous que là vous avez l'opportunité on va dire ça, c'est envisageable de venir à Cannes, peu importe où vous habitez en France, alors que d'aller aux États-Unis, c'est pas la Et même ils ont chose, quoi. vraiment fait, alors ça, pour le coup, je leur rends hommage là-dessus. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de scalping, c'est-à-dire que tu ne pouvais acheter qu'une seule fois tes 10 boosters et donc récupérer qu'une seule fois la promo et checker les cartes d'identité pour Alors, éviter que ça puisse arriver. Quoi. moi j'ai un viewer qui m'a dit, tiens, j'ai bien fait de leur en acheter 2. Eh ben, s'il a envoyé sa compagne, Mais voilà, tu peux il m'a rien pas y dit. faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a Sans pas doute que quelqu'un. c'était une par personne, mais pas forcément par Voilà, groupe. ils ont tout ça. voulu quand même éviter le scalping. Il n'y a pas un Mhm. gars qui est arrivé qui a dit bon, en fait, moi je vous en prends 10. Et ils n'ont pas Ouais. laissé faire ça. À tel point, moi, quand je me suis présenté, j'avais pas ma carte d'identité, j'ai failli pas pouvoir l'acheter. Ouais, donc ça par contre c'est bien qu'ils aient mis ça en place. Effectivement, ça a ses Exactement. limites, mais on va pas non plus. Voilà. Et après, Vous c'est connaissez pas- cette personne? Oui, Elle a déjà voilà. acheté. Oui. Ah, c'est chiant. Quoi. Eux, ils font comme ils peuvent. C'est-à-dire que philosophiquement, ils ont voulu en distribuer au plus grand nombre. Tout à fait. Tu vas nous faire un petit point Star Wars. Ouais, Star Wars. petit point Star Wars qui sortira donc le 13 mars. Je te laisse mettre juste un petit visuel. Le nouveau set s'appelle 100 fois Niloa Lawless Time Il y a avec ni l'un ni l'autre. un magnifique Boba Fett. Ça fait plaisir. J'aime bien la DA du set, une DA orange, un peu violet et tout. La boîte est magnifique. J'ai pu ouvrir déjà le set sur la chaîne multi-TCG avec en guest Kawa, qui est un acteur de la communauté Eh oui. Star Wars, qualifié adore. au prochain championnat du monde. Donc un gars qui Et qui a déjà fait les précédents. et qui a déjà fait les précédents, donc un gars qui joue Régu. Le concept de la vidéo, c'était très simple, j'ouvre des produits et Kawa nous abreuve de tout son savoir, de toutes ses anticipations sur le méta, et c'était hyper intéressant. Il faut savoir que c'est la première rotation du jeu, et ça va faire un parallèle avec le débat qu'on avait sur Lorcana. Lorcana qui peine à renouveler son jeu, même avec une rotation. Là, de ce qui est attendu, on verra encore une fois si ça confirme ou pas, c'est plus le même jeu. On joue à un autre jeu. Et ça m'excite On particulièrement. passe dans la strate d'après. On passe dans la strate d'après, on change complètement la manière de builder, en fait, même la manière de penser le Ça, jeu. c'est fou, hein. Tu disais à Lorcana, on avait envie de jouer autrement. Mhm. Star Wars va nous proposer de jouer autrement. Et ça, j'aime bien. J'arrive. Et ça, j'aime bien. On a 2 nouvelles mécaniques qui vont être poussées par le set. La mécanique des crédits, tu vas reconnaître ça, c'est un token trésor. Mais pourquoi J'ai lu, j'ai dit, ah tiens, c'est marrant, c'est. Tout le monde fait un peu son token trésor. on va pas chercher à réinventer Non, le ça fil à marche couper bien, de on le beurre. fait. Quand ça coupe très bien le beurre, on conserve. Oui. Mais surtout, ça a une application intéressante pour Star Wars supplémentaire. Mhm. C'est qu'on a banni de cette rotation toute forme de rampe. Il n'est plus possible de s'accélérer en ressources. Banni ou naturellement c'est parti? C'est parti. Ok, ouais. En fait, C'était que dans les 3 premiers sets. Donc, et ce qui est très important, c'est que la mécanique de rampe à Star Wars, elle ne te servait pas que à prendre un avantage sur les ressources face à ton Mhm. adversaire.
elle te permettait de déployer ton leader avant. Oui. Et ça crée une asymétrie qui, au-delà, en fait, ça te donnait un double avantage, un double cumul. Oui. Au-delà de prendre de la valeur en ressources, tu rattrapais la tempo que ça te coûtait en déployant ton leader plus tôt. En Et plus donc, c'était broken, vraiment très fort. Tu pouvais avoir des cartes en contrebande en plus, donc je suppose que ramper avec la contrebande, tu perdais même pas ta value. Ça pouvait même te donner accès à certaines cartes pour le coup. Ok. Et donc, c'est vrai que si jamais tu troques de la tempo pour Ouais. de l'avantage en ressources, mais que tu rattrapes cette tempo en déployant plus tôt, bah, c'est juste obviously bien de Là, c'est jouer juste de là. mieux, ouais. Exactement, c'est que juste mieux que l'adversaire de qui pas le fait pas. ramper. Exactement. Et donc là, ils ont proscrit autant que faire se peut. En tout cas, ils n'ont pas réédité de cartes de rampe post-rotation. Et ils ont dit, certes, c'est bien quand même de prendre de l'avantage en mana, c'est-à-dire de prendre le temps en early game de perdre de la tempo pour ensuite jouer des plays explosifs. C'est une dynamique qu'on aime dans le TCG. Et on va le faire avec des tokens crédits, parce que les tokens crédits, ça te permet d'accélérer une fois, Ouais. et ça n'avantage pas la sortie de ton leader. Ah, parce que ça ne peut pas payer. Ah oui, parce que le leader demande un nombre de ressources. Il demandait juste un nombre de Ah oui. ressources. Donc en fait, là, comme ça trigger pas, ouais. Ça ne favorise c'est pas malin. la sortie de ton leader. Donc c'est assez malin. Au-delà de reprendre une mécanique qui existe, elle vient aussi combler une certaine problématique du jeu en amont. Donc je salue le crédit à Star Wars, ça a l'air très sympa. Et il y a beaucoup de leaders qui, par contre, vont générer des crédits, vont utiliser tes crédits pour faire autre chose. C'est pas juste un token trésor qui est là pour remplacer la rampe. C'est toute une mécanique qui a été prise en compte dans le gameplay du jeu. Je vois. Non, malin, c'est bien, j'aime bien. C'est plutôt bien pensé. On a aussi le multi-aspect. Le multi-aspect, c'est la possibilité de jouer des cartes bicolores avec notamment des leaders maintenant. À la base, on avait toujours une couleur et un sous-trait vilain ou gentil, ce qui nous permettait donc du coup de jouer une couleur avec notre leader, une couleur avec notre base et le trait vilain ou le trait gentil. Là, on va avoir l'opportunité de jouer, si on le souhaite, 3 couleurs. 2 couleurs avec notre leader, une couleur avec notre base. C'est pas un upgrade strict parce que tu perds toutes les cartes avec le trait vilain ou le trait gentil. Donc tu vas pouvoir jouer des decks tricolores alors qu'avant tu jouais des decks bicolores avec un sous-thème. Sachant que ces cartes-là existent toujours par rapport au set précédent. Ah ouais, bien sûr. Donc, et même dans ce set-là, il y a plein de cartes qui ont le trait vilain. Ils n'ont pas fait que des bicolores. Non, du tout. Il y a aussi plein de cartes avec le trait vilain ou gentil. Donc c'est un coup au deck building, c'est à toi de te débrouiller. Mais ils ont fait encore mieux, ils ont sorti des nouvelles bases que je te laisse montrer. Et les nouvelles bases contre 3 PV par rapport à une base à 30, une fois dans ta partie, tu vas pouvoir ignorer le surcoût de jouer une carte off color. Ok. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir continuer à jouer des decks bicolores avec un sous-thème, mais avoir une carte d'une 3e couleur que tu vas pouvoir lancer une fois normalement dans ta game. Donc ce qui veut dire que la plupart des decks vont avoir un splash of color. Mais ça veut dire aussi que tu peux jouer un deck bicolore avec une base d'une 3e couleur et jouer une 4e couleur en ignorant le problème d'aspect. Oh, c'est gourmand ça. Ça te plaît, non? Et j'aime tout. Mais en fait, la possibilité de deck building est folle. Ah, c'est cool. Et ça, je kiffe. Et j'ai l'impression qu'on pouvait déjà le faire, mais en fait, ça devait coûter tellement cher, je suppose, que personne ne le faisait. La taxe appliquée à la carte était du coup trop. Tu avais des cartes qu'on jouait off-color, parce que la taxe appliquée pour chaque aspect que tu n'as pas, c'est 2. Donc si tu manques 2 aspects, c'est 4. Si tu manques un aspect, c'est 2. Il y a quand même beaucoup de cartes qui étaient jouées off-color. Ok, mais que pour 2. Pour 4, c'était. Ah ouais, non, jamais. Ouais, okay. Jamais. Alors que là, du coup, tu as accès à une carte qui coûte 4 de plus pour 0. Ouais. Avec une base plus ton leader. Ouais. C'est ça. Alors, évidemment, les bases qui te permettent de jouer une couleur en ignorant le surcoût, ça ne marche pas pour le trait vilain ou infamie. Ça ne marche que pour les couleurs. Ok. Ah, c'était une couleur. Ah oui, c'est. Donc je pense que ce qui sera le plus utilisé. Sur la base, là, c'est 4 couleurs. C'est 4 couleurs, c'est pas les sous-thèmes vilain ou infamie. Ah, je croyais. Donc je veux dire, si tu te mets à jouer 4 couleurs, donc c'est-à-dire 2 couleurs avec ton leader, une 3e couleur avec ta base et la 4e avec l'effet de ta base, tu joueras vraiment aucune carte vilain ou gentil. Moi, je pense que les builds les plus intéressants, c'est ces bases-là, un leader monocolore, une base d'une autre couleur et un sous-thème infamie ou vilainie. Ah ouais, le sous-thème, c'est mieux. Je pense, parce actuellement, en tout cas. En fait, tu as énormément de cartes qui sont d'une couleur et un sous-thème. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pas designer dans ce sens-là, dans le sens multicolore, les sets qui arrivent? On a quelques. Et du coup, t'auras un mix des deux. On a des récompenses à jouer déjà des cartes multicolores, voire tricolores, voire bicolores avec un sous-thème. Donc, en fait, je pense que le champ des possibles est énorme. Faut voir où ça ira, quoi. Et on pourrait avoir des bases juste avec un sous-thème et pas une couleur, du coup. Il n'y a pas encore de base avec des sous-thèmes et pas de couleur.
Par Et contre, il y a sur déjà de base, des... moi, ça me choquerait pas d'avoir une base Exactement. alliée, une base rebelle, C'est évidemment dans le sens ça, du quoi. jeu. Il y avait déjà d'ailleurs des leaders qui ont que le sous-thème. Ah, et ils ont été joués, eux Non. Et voilà. Donc, faut faire sur les bases. Non, mais en tout cas, Ouais, voilà, ouais. ça rend juste le champ des possibles un peu plus large. Les gens nous disent que la rampe n'a pas disparu, mais qu'elle est beaucoup plus chère. Ouais. Elle Bah, a du coup, disparu dans compétitivement parlant, voilà, le staple générique de tout le monde joue. Ah, mais Tu joues vert, que tu joues aggro ou pas, presque, tu joues à réapprovisionnement. Quoi. il est bien ce jeu, jouez-y, là, le laissez pas mourir. Ah, mais Miskin. Star Wars, je vous jure, c'est dingue. C'est dingue. Je sais qu'au 7-6, les gens attendaient la rotation, c'est pas le jeu qui a eu le plus de buzz. Putain, jouer à Star Wars, on se régale. Quoi. Franchement, là, ils peuvent pas faire mieux, là. On se régale. En tout cas, gameplay, enfin R&D parlant, c'est. Ouais. On c'est ouvrait top. les cartes avec Kawa, on était là en mode ah ça c'est cool ça. En fait, chacune des cartes qu'on ouvrait en légendaire, on pouvait pas dire ça sera pas joué. Ouais. Il y avait en mode peut-être. Ça avait l'air intéressant quoi. Éventuellement. Éventuellement. Ça pour retrouver une maison. Il y avait, ça, c'est cool. Hein. Il y avait éventuellement. Quand tu ouvres, bah, ça me fait ça du coup à Magic, comme je joue dans plusieurs formats. Ouais. Il y a plein de cartes qui peuvent trouver leur maison. Trouver une Et maison du à coup, même dans un booster où on va dire il n'y avait pas grand chose en termes de rare ou quoi, bah, je me dis ouais, mais j'ai la petite commune, j'ai la petite feuille, des trucs, et du coup, t'es content. Ouais. Donc là, si avec une nouvelle extension, avec la rotation notamment, t'as ce stimuli-là, c'est trop bien. Yep. En tout cas, moi, je vais me buter sur le jeu. Dès que ça sort, je suis avec vous, doses, Star quoi. Wars. Ouais. Moi, je dosais déjà avant, mais là, ça me donne encore Tu plus vas envie. redoser. Maintenant, passons à One Piece, le petit segment One Piece. Ouais, très rapido, on va faire un point sur OB3. On sait que le 7 est sorti les semaines précédentes. Au Japon Non, le OB3 en Europe. Ah non, Au Japon, c'est OP15 qui est sorti. Oui, OP15. Ah, excusez-moi, Alors, ça, j'ai au, beau suivre. au Japon, je vous fais grâce des news. On vous en parlera plutôt des sorties européennes. En Europe, EB3 est sorti avec les complexités de sortie qu'on connaît évidemment. Mais qu'est-ce que ça propose EB3 ? Eh bien, vous avez les nouvelles raretés que je te laisse afficher pour la collection. Ce qu'on appelle les SP portraits qui n'existaient pas avant, qu'on a vu notamment sur le Fige à Cannes et qui sont très très belles. C'est vrai que maintenant on les a vus, on était contents, mais là maintenant je me dis ça fait pas du tout SP quoi. En fait ça fait pas du tout personnage, on dirait. Ça fait leader un peu. Ouais, ça fait leader. Leader alternatif. Et du coup c'est un peu gênant. Ah j'aime bien, moi je les trouve quand même jolies. Tu peux faire ce skin pour d'autres cartes, tu vois. Ah oui. Un peu dommage. C'est une propale parmi tant d'autres, c'est même pas propale. sûr qu'il la continue. La manga du 7, c'est Uta, qui a beaucoup de buzz au Japon, mais peu en Europe, donc c'est pas une manga qui est très recherchée. Ouais. Au niveau des personnages, c'est un set dédié aux personnages féminins, donc il n'y a que des personnages féminins, et toutes les SP sont des personnages féminins. Il y a plus de SP que dans un set normal, normalement c'est 6 SP, là il y en a 9 si je dis pas de bêtises, 9? donc chaque SP est un peu plus rare qu'une SP globale. Si vous voulez spécifiquement Nami, c'est plus dur à trouver que dans d'autres sets, et donc ça fait que les prix sont un peu plus hauts, mais c'est un set qui globalement a été très demandé, ça a été très difficile d'en trouver, surtout au prix MSRP, et les cartes SP sont évidemment, en tout cas pour les personnages les plus appréciés, très recherchées. Maintenant, ça raconte quoi en compétitif ? Reprint dans l'été, normalement 2B3. C'était annoncé par Bandai. Ouais. Et de OP14 ou 13 ? Il y a du reprint de OP13, OP14, OB3 qui ont été annoncés, mais je crois pas que rien n'ait été annoncé en français. En tout cas, il n'y a pas eu de précision. Non, mais dans tous les cas, ça remettra une pop. Ce qui permettra d'avoir des cartes de jeu moins chères, etc. Ce qui est très ok. Niveau méta, qu'est-ce que ça raconte ? EB3 est sorti, il y a eu quelques impacts avec notamment des SR qui sont plutôt très intéressantes. Je pensais à la Nami, la Robin, qui sont des vraies bonnes cartes pour les bases jaunes. Vous avez ici le top méta ranked sur le Simu. C'est pas forcément les decks qui ont les meilleurs win rates. Là, c'est classé dans l'ordre de ceux qui ont été le plus joués. Donc on voit que c'est Nami qui a le plus de buzz, suivi par Rosinante qui a pris un up monumental récemment. Mais moi, c'est un de mes persos faves, donc, et je vois des couleurs qui me plaisent là. Et qui poste quand même un win rate de 55%, ce qui est le second meilleur win rate de la ranked, derrière Imu qui poste tout le temps son 56%. On sait pas pourquoi tout le monde ne joue pas Imu. Tellement le deck est toujours très très bien. Parce que c'est chiant au bout d'un moment. Je voyais des articles sur le gameplay, entre guillemets le metagame, de quels sont tes match-up, tes bons match-up, tes mauvais match-up. Imu, si tu go second, pas de mauvais match-up. Mauvais match-up, non, ça n'existe pas. Je pense que c'est un peu grossir le trait, évidemment, il y a 2-3 trucs qui attaquent bien Imu, mais vous avez compris, c'est un très très bon deck. Boa qui recule énormément et qui laisse sa place à Nami pour le deck bleu-jaune. Tu vois, il est quand tu as un nouveau leader avec les mêmes couleurs sorts, c'est un peu. Et qui a moins besoin de synergie, qui peut jouer juste plus de staple, donc qui a moins de chances de briques. C'est plutôt sympathique. Oui, c'est toujours là. Hein.
Ace qui est toujours fait le là, boulot, hein. c'est un bon deck, 54% de win rate, et tant mieux, ça récompense ceux qui ont investi dedans au P13, tu Bah vois, ouais. en 2-7, t'es content que tes decks soient encore un peu Et jouables. oui. Et pour le reste, il y a Vivi, qui est donc le leader de B3, le leader exclusif B3, bon, qui se place quand même en 10e position, mais qui n'a pas l'air d'être un très très bon deck. Ouais, non, malheureusement. Mais Rosinante, on va en reparler, hein. Moi, j'ai Ouais, pas vu ça. ouais, Enfin, ça a son petit buzz. je l'avais vu, c'était en OP12, je Tu l'avais crois. vu à l'époque, mais tu Ouais. savais pas qu'il avait du crédit en compétitif. Voilà, je m'étais en mode, bon, dommage, on peut en faire quelque chose. Non. Je crois que je t'avais demandé d'ailleurs. Ouais. On fait quelque chose avec Rosinante, tu m'as dit franchement On non. faisait rien C'est pas grave. jusqu'à Passons maintenant. à autre chose. Et mais là, ça me régale. Et attention, c'est la première fois que je dois dire ça, les SR de B3 sont chers. Et on faisait que répéter le jeu coûte pas Mais- cher, le jeu coûte pas cher. Parce que le produit est pas assez dispo. Parce que les gens n'ouvrent pas leur boîte. Parce qu'avant, on avait le côté Eh ouais, One aussi. Piece, c'est un jeu de collectionneurs. Les collectionneurs, ils ouvrent pour trouver les cartes et ils Alors, mettent à la vente les SR. Pour le coup, EB, même EB2 et EB1, Oui, ça a toujours été cher. les cartes C'est de des jeu sets étaient quand qui même plus sont- chères parce que ouais. moins ouvert, moins de produits. C'est ça. Alors après, quand je dis cher, c'est 15 € une Nami. Mais quand tu es habitué à payer tes SR 4 €, bah, quand c'est 15 € Ouais, la tu vois. Nami, NL EB2, j'en ai ouvert que 2, je crois. J'en ai acheté 2 ouais, du ça coup. devait être 10 €, pas C'était loin. 11 € pièce. Ouais, Ouais, ouais. donc déjà, c'est pour un C'est seul jamais, deck, c'est un peu cher. attention, ça reste le TCG le moins cher pour pouvoir jouer au global, au Ouais. One Piece. Mais disons que les 7 EB, quand il y a des bonnes cartes dedans, c'est un coût supplémentaire. Bah, si c'est des SR, c'est chiant quoi. Et c'est souvent des SR. Il y a de tout. Pour le coup, il y a beaucoup de cartes qui sont jouables dans ce 7 EB3. Bref, j'enchaîne rapidement sur One Piece. On a une banlist annoncée pour le 16 mars. Les gens attendent des bans, mais aussi des débans. Moi, j'espère qu'ils débanniront Moria pour qu'on ait une manière alternative de jouer noir, autre Ouais. que Imu, parce qu'on n'en peut plus de voir que le noir Effectivement. orienté autour de Imu. Donc, j'aimerais bien un déban de Moria pour les bans. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont ban. Vraiment, je pense que c'est impossible d'anticiper maintenant. Le méta est tellement large. Tout est, vous le voyez sur les stats, plus ou moins jouable et globalement cool. Ouais. Je vois pas du tout ce qu'ils vont toucher. Si ce n'est mettre un hit à Imu, je sais pas. Bah, je pense que Imu, c'est l'heure. C'est l'heure qu'ils prennent son petit tir. Après, ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça bouge tellement vite que, à part des débans, je vois pas Ouais, trop et ce que puis t'as il y a envie de rien ban. qui écrase tout, tu vois. Tout se répond plus ou moins bien. Donc on verra bien sur quoi ils vont. Je pense qu'ils peuvent faire des bans par anticipation de la rotation. Ils peuvent faire des bans par anticipation de game design. Mhm. Mais là, si on devait équilibrer à l'instant T le format, des cartes impactantes comme Pudding, elles tiennent en respect Ace, donc t'as pas forcément envie de les bannir. Ouais. Des cartes comme Kuma sont déjà plus jouées, alors qu'il y avait un appel au ban il y a un mois de ça. Ah ouais, en OP13, Bah, EB3, pardon. Nami, 0 Kuma. Ok, et Rosinante non plus. J'ai un doute, je ne sais pas. Ça reste un bon staple. Mais moi, ça m'arrangerait qu'il y ait ban pas parce que j'en ai acheté 4 que j'ai pas encore joué. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous le 16 mars pour voir ce que nous prépare One Piece en termes de ban. Tout à fait. Ensuite, bah tiens, on reste dans les bans Ouais. avec le Silver Age de Fab. Est-ce que j'ai un petit visu? Oh, j'ai des visus en plus. Ouais, t'as les visus. Silver Edge, pour le coup, Fab, il laisse pas traîner. Quand il s'agit de bannir, on bannit très très vite, on équilibre le format. C'est un format d'introduction Silver Edge, c'est là où les gens sont censés découvrir ton jeu. On veut que le format soit équilibré, on ne laisse pas le temps. Et comme c'est un format pas cher, tu peux bannir à tir larigot, les gens ils vont switcher de deck facilement. Ouais. C'est pas trop grave, donc j'aime bien, moi. Ok, ça fait un peu interventionniste dans le jeu, mais En même temps, là, le format est tout neuf, donc voilà, c'est faut un le format sculpter où on aussi. a besoin que quand les gens y aillent, ils s'y sentent bien. Donc on a mis un tir globalement à Kano et Braillard. Braillard, il y a 3 hits pour lui, donc avec la carte du bas et les 2 cartes en haut à gauche. Kano, on lui hit sa meilleure carte quasiment, hein, la 3e sur le visuel. Et pour les autres hits, j'avoue ne pas connaître assez le format pour savoir pourquoi ils sont là. Je crois qu'en tout cas la 4e carte est une carte pour Dorinthea qui est aussi très présente dans le format. Ok, ouais. Ah mince, je t'ai mis les zones ban, je croyais que c'était la suite. Donc ils ont un peu éclaté tout ce qui dépassait du format. Why not? Ça me semble ok. Triste pour Braillard, hein, je monte un deck, il prend 3 bans. Après, voilà, tu connais, ils font pas des bans au cas où. C'est que c'était sûrement nécessaire. Non, je pense que c'est bien de le Puis faire. comme le format vaut rien, dans Peu- le sens de cher, choses. hein, pas dans le sens Exactement. qui est pas bien. Non, il est plutôt même très bien. D'ailleurs, on a récupéré des petits produits, je vais pouvoir me les mettre moi aussi au Silver Age. Tout à fait. Avec un petit deck, je sais pas si je partirai sur un des decks que j'ai pu récupérer. Merci beaucoup à Romain d'ailleurs. Mais, C'est mais sur le stand, sinon, on a fait des petits j'avoue cadeaux que très très cool. si on peut pas jouer un peu Elemental Givre, Frostbite, je pense qu'un truc qui cogne fort, ça me va quoi. Ouais, un truc genre faille.
Juste, tu fais du go again en boucle, en chaîne. Ah, je préfère un gros coup, moi. Ah, tu veux mettre des gros coups? Un gros coup, là, Je crush, sais là, pas si c'est, je sais bam. pas si c'est très très bien en Sage de mettre C'est des gros coups. c'est pas très bien. Bah, je sais pas, 8 quand t'as 20 PV, ça a l'air bien, non? Ah, mais si ça t'a coûté toute ta main, en moyenne, Braillard, ça met 14, donc Ah, du coup, ça s'est pris 3 bannes, tiens. Voilà, faire le malin, on se prend 3 bannes, Val. c'est Ah, vrai. ils m'ont dit qu'il est C'est vrai, meilleur. c'est vrai que Ah je ouais, mets, il est légal? Non. c'est vrai que je mets peut-être plus 14 maintenant. Voilà. Pour Et le des coup, unbans on un a peu des aussi. unbans. Je sais pas exactement ce que ça vient renforcer. Alors l'amulette Ice, ça va renforcer probablement Islander. Et la carte de droite, ça vient renforcer les decks défensifs terre. Je pense Florian, qui vraiment a aucun buzz en Comment il Sage. va, mon ami Flo? Le petit Flo-Flo. Bah, zéro buzz. Bon. Franchement, je leur fais confiance sur Oui. l'équilibrage du jeu. Moi, je pratique pas assez pour avoir un avis là-dessus. On vous transmet juste l'info. Et Zach. Et annonce avec un nouveau set. Alors, j'avais vu l'annonce du set, j'avais pas vu tout ce qu'ils avaient annoncé sur le set. Donc, Ouais. je suis content qu'il y en ait dans le podcast, là. Prochain set, Omen C'est joli. of the Third Age, set full lightning. Oui. C'est-à-dire que toutes les cartes du set sont des lightning. Ah, est-ce que c'est le reprint, ça y est, Aurora. d'Aurora. Et reprint. Voilà. Exactement, Alors, elle est de retour. Il l'avait dit. Hein. C'est pas un reprint, mais C'est un rework, hein, c'est pas Voilà. le même effet. C'est pour que les gens qui pouvaient plus jouer leur carte lightning mhm. puissent du coup rejouer leur carte lightning avec un autre héros Ok. que Oscillo, qui est un espèce de wizard lightning un peu bizarre. Ah, donc peut-être Lexi aura un peu de buzz en Silver Age. Why not? Ah non, elle a pas de Young. Si. Si, elle a un Young. Elle a un Young et du Lightning, donc Let's go. pourquoi pas. On a 3 héros ici, donc le rework de Aurora. Je te Ah, on l'a laisse, déjà Ah ouais, on a Mais tout, trop bien. On a tout. Voyons voir. Donc qui est très, très joli. En plus, la DA du set est pour le coup très belle. Les cartes Lightning à Flesh and Blood sont souvent très jolies, donc il y a moyen de se faire plaisir. On a un rework de Oscillo, qui est un des meilleurs decks du format actuellement et qui risque justement de passer Living Legend. Eh ben, ils sont malins, ils ont anticipé. On a déjà le rework qui est prêt à accueillir les cartes. Pareil c'est- pour Caillot. C'est magnifique. maintenant. C'est un truc qu'ils font à Flesh and Blood, comme ils... Il pré-shot. Ouais, il y a un peu ce truc, on sait que En fait, ils essayent de gommer. Mais si vous aviez fait ça à l'époque où je me fais ban Eh ma oui. carte, je serais encore dans Mais le c'est jeu. trop bien, parce que ça a plein d'avantages, le Living Legend, mais il y avait ce défaut de Oui. ton héros il part, tu joues plus tes cartes. C'est ça. En fait, surtout à cause d'SP. Ouais. Parce que juste la classe, souvent, t'as un Oui, collègue. t'as souvent mais des fois, mais l'SP, c'est. Là, il y a déjà un rework pour Oscillo, pour ceux qui voudraient jouer la nouvelle version, qui est peut-être même Par contre, meilleure que l'ancienne, on sait Le, pas. hein. le skin est extraordinaire. Hein. Le skin Moi, est je magnifique. suis hyper fan. Hein. C'est très très beau. Et vous avez un nouveau personnage qu'on connaissait pas qui s'appelle Ziggy. Oh, le Z. Et Ziggy, il aura un Armory Deck, donc c'est lui qui va être bien poussé dans le set. Eric Ziggy. Mais ça, il ils me sont régale. malins. Pourquoi il a un Armory Deck? Ça veut pas dire qu'il est forcément meilleur. Les deux autres cartes En ont plus déjà... de cartes, ouais. Exactement. Ouais. Les deux autres héros ont déjà des cartes qui sont designées pour leur mécanique. Ziggy, lui, est le nouveau héros d'un set. Généralement, c'est lui qui prend l'Armory Deck. Et qu'est-ce que c'est un Lightning Flow? Eh ben, je n'en sais pas. rien. Eh oui, eh oui. Alors, Ils adorent faire ça. Regardez non, une si, mécanique, si. on dit pas. si, ils l'ont dit. C'est moi qui voulais pas afficher. Ah, ok. D'accord. Si. Ah, parce que avec Gravy Bones, justement, il y avait un nouveau symbole, un truc, et ils n'avaient pas dit ce que et ça on faisait de savait pas, suite. on théorisait sur c'est engagé quoi. Ouais, voilà. Non, là ils ont révélé d'autres cartes, mais je vous en ai pas forcément informé. Et ça sort en mai 2026. Voilà. On va pouvoir se full regs Oh, dans 4 mois, ça va. dans 4 mois. Dans 3 mois, pardon. La classique. Ok. Moi, je vais pouvoir rejouer mes cartes d'Aurora, ça a je suis pas mal. très content. Mais du coup, là, tu vois, je ressens le même feeling que, pourtant, j'y joue pas encore, Ouais. que dans les formats genre Popper et tout. J'ai hâte des extensions futures pour voir s'il y a des bonnes petites communes, des bonnes petites rares qui se mettent dans Pour le Silver Age, Sage. Ouais. tu vois. Alors que j'ai pas encore choisi mon deck. Ouais. J'ai un peu dit, hein, 8 pour 4. 8 pour 4 8 pour... non. Si, c'est ça, c'est 8 pour 4. 8 pour 4, Twitch, c'est Twitch, bravo Twitch. ça. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je suis dans ces bails-là un peu, mais on verra. Ok. Et on se termine sur Altered. Ouais, alors Altered, pas de news particulière, si ce n'est vous informer que les pledges ont commencé à être envoyés. Oui. Globalement, toutes les boutiques professionnelles devraient avoir reçu leur pledge à partir du 26 février. Mhm. Et pour vous, utilisateurs particuliers, les pledges ont commencé à partir depuis le 2 mars. Ouais. Et donc là, au moment où on enregistre, on est le 4. Ça va pas tarder à arriver chez vous. Je vous souhaite une très belle ouverture et un bon jeu à vous pour découvrir ce 7-5 avec toutes les nouvelles raretés du jeu. Tout à fait. Ça va être très cool. On Oh. a pu en voir un peu en avant-première avec le bon Marco. Oui, Je peux vous dire que le foil sélectif, ça travaille bien chez Equinox. un taf remarquable. Ah je le ouais. dis. Très En joli. plus que la personne qui fait ça, je crois, est seule. Peut-être. À folle sélectiver, donc vraiment un gros taf, quoi. Et du coup, pour le 7-6 qui sortira, enfin le Kickstart, pardon, sortira dans Le 10 très mars. peu de temps.
On vous en parlera du coup. Il y aura sûrement une petite vidéo qui va pop à ce moment-là. Et il y aura un lien affilié si jamais vous voulez soutenir le jeu et nous-mêmes par la même occasion. Et on en reparlera dans le prochain podcast. Tout à fait. On a fait le Tout à tour. fait. Et ouais, ça y est, on a parlé de tout, sauf de Riftbound. En même temps, là, c'est les préparations pour Lille, donc pas beaucoup d'autres actualités. La méta change. Ah oui, si, je peux parler de ça. Waouh, Ezreal gagne finalement, etc. La semaine d'après, Regional Vegas, 4 Draven en top 4. Allez, salut, bonsoir. Ah non, Allez, au revoir. il y a quand même un meilleur deck. C'était peut-être pas le tier 0. Bon, si, c'est peut-être. C'est pas le tier 0, mais il est quand même très fort. Et deux autres, je crois, dans le top 8, ou un autre dans le top 8, enfin bref. Ok, j'ai pas regardé les résultats pour le coup. Très solide, et en même temps, voilà, ça fait que la méta bouge, puis rebouge, puis machin. Ah oui, on tech un peu contre les autres decks, du coup, parce que Draven est moins présent. Draven, il revient très fort. Ok. Et en même temps, il y a d'autres decks jouables, c'est pas non plus comme si il fallait forcément jouer ça. Et le gagnant d'ailleurs de Bologne, qui retop avec Ezreal. Alan DQ. Ouais, qui refait top 8, Très, si très je bon ne me joueur. suis pas trompé dans les datas. C'est quand même fort. Hein. Back Très to gros back, joueur de Runeterra à la base. tu je gagnes crois. un tournoi, tu refais top 8. Ouais. Et t'étais déjà en T'es finale là. du tournoi précédent, enfin du gros régional Oui. européen. Ouais, c'est juste le gars de Riftbound actuellement. Ah ouais, très très chaud. Très 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 chaud le man. Fin de ce podcast, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller écouter la première partie sur Magic si vous ne l'avez pas écoutée, elle est délicieuse. On parle de plein de choses, de TMNT, du fiche, de procès, de films MTG qui arrivent, de nouveaux formats, enfin vraiment de tout. Et donc voilà, n'hésitez pas sur la chaîne principale, c'est pas sur la même chaîne, donc allez voir la chaîne Magic. Et surtout n'oubliez pas, c'était Double Magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!